Bienvenue dans Rêves sans frontières. Ce podcast a pour but de parler du parcours de personnes qui ont eu le courage de tout quitter pour se construire une nouvelle vie. Qu'ils soient entrepreneurs, artistes, sportifs ou chefs, ils ont tous au commun d'avoir cru en leurs rêves. Ces rêves les ont conduits au-delà des frontières, qui les ont vus grandir. En ces temps où l'immigration est synonyme de différence, rejet et intolérance, nous allons vous démontrer qu'elle peut être une chance. Je m'appelle Félix Devisme et je vais vous raconter leur histoire. Alors aujourd'hui, on va recevoir mon ami, on va se le dire, Charlie Fernandez. Donc c'est là où je vais prendre une belle respiration pour dire tout ce que tu as fait. Donc tu es cofondateur, président, directeur de la performance d'EIA, cofondateur, président, directeur général de Réverbère. Tu es diplômé de l'IDRAC Business School en marketing et gestion d'entreprise. Tu es aussi reconnu pour être un bel épicurien. D'ailleurs, tu es copropriétaire du Gijac, qui est pour moi l'un des meilleurs restos à Québec. Et tu es fan de foot, le vrai foot européen, et plus particulièrement de l'Olympique de Marseille. Puis là, pour commencer, j'aimerais que tu te décrives en une phrase. Déjà, merci beaucoup pour cette magnifique introduction, puis merci de m'accueillir dans ce podcast pour parler de ce sujet qui me touche énormément en tant qu'expatrié. J'en suis à ma 3e expatriation, puis si je devais, entre guillemets, décrire ma personnalité ou ce processus même en une seule phrase, ce serait la passion de la découverte, la passion pour sortir de sa zone de confort et la passion d'aller de l'avant, de toujours innover, de toujours essayer d'aller au-devant des nouvelles tendances, d'aller au contact de nouvelles personnes, et essayer encore une fois de sortir d'un carcan, d'une zone de confort. C'est une belle grande phrase. Ouais, c'est ça. On va avoir des longues phrases aujourd'hui. Ouais, on va avoir des longues phrases. Donc on va partir un peu sur ton parcours. Donc tu es né à Mazamet, une jolie petite ville du sud de la France. Ouais. D'un père espagnol, puis d'une mère française. Tu es l'aîné d'une fratrie de un frère et une sœur, si exactement, je ne me trompe pas, c'est ça? Exactement. Raconte-nous un peu cette enfance dans le Sud. Je pense, une enfance, somme toute, comment je pourrais dire, entre guillemets, commune, extraordinaire. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'a fait voyager très jeune, de par son travail. Donc c'est sûr que rapidement, le goût de l'étranger, le goût du voyage, le goût de découverte, c'est sûr que c'est arrivé vite. Mais sinon, je veux dire, l'enfance à Mazamet, je veux dire un collège normal, un lycée normal, je veux dire des potes, beaucoup de skate, énormément de skate. J'y reviens d'ailleurs régulièrement souvent, puis c'est toujours un plaisir de revenir là-bas. C'est une belle ville, c'est niché vraiment au pied de la montagne noire. On est proche de Toulouse, on est proche de Carcassonne, donc on est en contact avec la nature. Puis c'est une ville qui a eu un passé glorieux. Donc je sais pas si ça a influencé, entre guillemets, sur la suite de l'histoire, mais Mazamet a été pendant très longtemps tout simplement la capitale mondiale du délainage, donc l'industrie de la peau. Et c'est sûr que ça a été... On a encore, on va dire, des beaux restes de cette époque-là, même s'il faut parfois un petit peu creuser pour les trouver. Mais c'est une histoire extrêmement riche. Ok, mais justement, parlons aussi de ton père espagnol qui donc t'a amené de suite une double culture. Il est arrivé 3 ans en France, si je ne me trompe pas. Oui. C'est ses parents qui partaient de la guerre civile, l'après-guerre civile espagnole. Est-ce que tu sais un peu comment ça s'est passé pour eux, cette arrivée? Oui, ensuite, c'est sûr que nous, on vient d'une région en Espagne qui est une région réputée extrêmement pauvre, qui est la Galice, donc qui est située au nord-ouest de l'Espagne, au-dessus du Portugal. Et de facto, en raison de l'absence de travail, puis de l'histoire, on va dire, tumultueuse de l'Espagne à cette époque-là, ou tout du moins de la suite de cette époque-là, puisqu'on est à la fin des années 50, début des années 60, quand je recontextualise ça. Mon grand-père est parti, en fait, en France, chercher du travail, et après, donc, avoir trouvé le dit travail, a fait venir, tout simplement, ma grand-mère, mon père et sa sœur. Donc c'est sûr que ça a été un cheminement compliqué parce que c'était peut-être moins facile entre guillemets en termes de ressources que nous, ce qu'on a eu pour faire notre expatriation, notre immigration à nous. Mais c'est un cheminement qui nous a permis tout simplement, je pense, de déjà premièrement de fonder une famille parce que sans ça, il n'y aurait pas eu la rencontre avec ma mère et je ne serais pas là pour en parler. Mais ça nous a permis, je pense également, d'avoir cette double culture dont tu parlais tout à l'heure, cette humilité, ce goût du travail, ce goût également de la modestie, puis de la, comment je pourrais dire, de l'abnégation et des choses bien faites en fait, c'est ça, parce qu'encore une fois on vient d'un domaine où on avait encore une fois peut-être pas tout à la maison du côté de mon père, donc encore une fois cette humilité là, puis savoir apprécier les justes choses de la vie, c'était quelque chose qui nous a entre guillemets été inculqué très jeune. C'est bien que tu en parles parce que on a un peu la même histoire pour ça, puis je pense que il faut aussi qu'on mette en lumière le fait que nous on a une chance de pouvoir s'expatrier avec des moyens. Moi c'est pareil, mes grands-parents des deux côtés, mes arrière-grands-parents ont fui le fascisme d'un côté, l'Italie, puis de l'autre côté l'Espagne parce qu'ils étaient communistes. Puis je me souviens que ma grand-mère me racontait souvent que sa mère était arrivée en gare d'Agen,
puis rien. Il y avait rien, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire. Ça s'est passé dans la nuit, moi, tu sais. Moi, mes grands-parents, tu sais, ils savaient ni lire, ni écrire. Donc, tu sais, je veux dire, tu sais, tout à l'heure, on parlait de ressources, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, on a Internet, je veux dire, tu sais, on a une éducation, entre guillemets, qui est peut-être plus poussée que celle de nos grands-parents. Donc, oui, tu sais, je veux dire, l'expatriation, c'est jamais facile. C'est jamais facile. On repart toujours de zéro. C'est toujours très compliqué. Puis c'est un processus généralement qui prend du temps à prévoir et qui, comment je pourrais dire, dont les fruits qu'on va récolter prennent du temps, si je puis dire également être récoltés. Mais à cette époque-là, c'était fuir la misère. Wow. C'était survivre même. Ouais, c'est ça. Moi, ça a été le cas. Ils ont survécu. Littéralement. 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 On va revenir sur la double culture. Est-ce que tu penses que justement cette double culture, elle a influencé ton envie d'aller voir ailleurs? Je pense que oui, mais c'est pas pour autant que je me suis expatrié en Espagne. C'est-à-dire, je pense que cette double culture, cette double identité qui m'est chère, me définit, mais ne conditionne pas forcément les actions que je vais faire à court, moyen ou long terme. Je dis souvent, choisir entre l'Espagne et la France, un peu choisir comme entre ma mère et mon père. Puis c'est quelque chose, encore une fois, à laquelle je tiens beaucoup, mais je rentrerai pas plus en France comme je rentrerai pas plus en Espagne. Donc oui, ça m'a influencé. Je pense que ça m'a donné, encore une fois, une certaine richesse, une certaine envie de la découverte. Puis encore une fois, une culture qui est totalement différente de la culture française, hein, on va se le dire. Donc oui, je pense que ça m'a conditionné d'une certaine façon, sans pour autant venir influencer diamétralement, si je puis dire, les choix que j'allais faire ensuite, ou entre guillemets l'articulation de choses qui m'ont poussé à faire des choix par la suite. Puis justement, là, toute cette enfance, là, ça s'est passé, j'ai vu que tu as étudié là au lycée à Mazamet, puis... Lycée Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, ouais, qui était un lycée... catholique. Oui, c'est ça. Est-ce que c'était comme une volonté du côté de ton père ou c'était comme plus une... Pas tant, j'ai toujours été, je crois, dans des établissements catholiques, si ma mémoire est bonne, que ce soit au primaire, que ce soit au collège ou que ce soit au lycée. Je suis croyant, je suis pas très pratiquant, c'est quelque chose qui occupe quand même une place importante dans ma vie. Donc, tu sais, je veux dire, jamais j'ai mes parents qui m'ont poussé dans cette direction-là par rapport à leur culture ou quoi que ce soit. J'ai des grands-parents qui étaient croyants, j'ai des grands-parents qui étaient pratiquants également. Donc, tu sais, je veux dire, je suis allé à la messe avec eux, mais c'est pas pour autant, je pense, que j'ai été, entre guillemets, invité ou même poussé à aller vers cet établissement-là. C'est un établissement qui était pas spécialement réputé, mais c'était un établissement qui avait... Il n'y en avait pas beaucoup à Mazamet, des collèges et des lycées, donc le choix, il est vite fait. Ouais. Donc, non, mais c'était proche de là où ma mère travaillait, c'était proche de là où également où on vivait, donc je pense que ça a simplifié beaucoup de choses, ouais. Donc justement, tu finis tes études là-bas. Ouais. 2006, tu pars donc à l'IDRAC Business School. C'est là où l'histoire s'envenime. c'est là où les problèmes commencent. Puis comment t'en arrivé à faire ce choix d'aller à l'IDRAC? Parce que je t'ai refusé des autres établissements où j'avais appliqué. Non, parce que je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je savais pas ce que je voulais faire. Je savais pas forcément où je voulais aller. Le métier de mon père me plaisait. Je voyais que c'était beaucoup de problèmes. Bref, je me cherchais pas mal. Puis, tu sais, quand on te dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, t'essaies de te limiter entre guillemets le moins possible et de garder les portes ouvertes. Puis, j'étais parti pour faire un BTS. Finalement, le BTS, on m'a dit, tu devrais regarder autre chose, ça va être sympa et tout ça. On m'a poussé vers une école de commerce. Puis, finalement, j'ai fait l'école de commerce. C'est un peu paradoxal parce que moi, je me serais écouté, j'aurais fait une troisième d'insertion professionnelle parce que l'école et moi, c'était pas les grands amours, pour être honnête avec toi. Mais, ça arrivait comme ça. C'est pas arrivé à Toulouse, là où la majorité des gens de ma région allaient. Ça arrivait à Montpellier, dans l'Hérault, une ville magnifique, une ville étudiante, une ville festive, on va dire ça comme ça. Et c'est arrivé à l'IDRAC parce que pour l'anecdote, lors de mon entretien d'évaluation, j'ai vendu en fait des chemises à l'IDRAC, voilà. Donc littéralement. C'est bon ça. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Puis là, tu as étudié donc en marketing et gestion des entreprises. C'est ça. Puis comment t'en es arrivé à ce domaine-là? Parce que, tu sais, 2006, tu sais, c'est comme, oui, il y a eu l'avènement, tu sais, du grand marketing. Ouais, on commençait un peu à avoir les réseaux sociaux, ouais. On commençait un peu à avoir les réseaux sociaux. Tu sais, comment t'en es arrivé à choisir ce domaine-là? Honnêtement, je sais pas. Encore une fois, tu sais, je trouvais que ce que mon père faisait était intéressant, de par la notion d'échange, de voyage, de découverte, mais il était dans le vêtement, en fait. Mon père travaillait dans le prêt-à-porter. Puis je voyais que c'était quand même beaucoup de problèmes, ça, avec les manufacturiers, avec les contrôles qualité, avec les douanes, tout ça, bref. Je trouvais ça un petit peu difficile, mais encore une fois, ce volet de la culture business, d'échanger, de voyager, d'accomplir en fait des choses me plaisait énormément. Puis je pense que quand on est en affaires, quoi qu'il arrive, on a un impact sur la vie, entre guillemets, de la personne avec qui on est en affaires, que ce soit des clients, que ses fournisseurs. Puis j'aimais bien en fait ce volet humain au-delà de l'aspect purement business que je trouvais à l'époque pas spécialement attrayant ou quoi que ce soit. Donc là, tu étudies, tu fais un peu la j'essaie. Parce que j'ai vu que tu étais directeur des communications du bureau des étudiants. Ouais. Première expérience avec Facebook d'ailleurs à l'époque. Première expérience. Donc là, on arrive en 2009.
Ouais. Puis là, ta première vraie expatriation en dehors de la France. Ouais. Tu pars à Londres, à la London South Bank University. Là aussi, pour les études, bien entendu, rien à voir avec la fête. Hein. C'est ça, mais là, tu sais, parce que je suis allé voir sur le site, il y avait 30 pays disponibles. Ouais, il y en a quelques-uns. Pourquoi l'Angleterre? Pourquoi t'es allé en Angleterre? On sait qu'en France... J'avais appliqué pour aller en Chine à l'origine, parce que mes premières vraies expériences à l'international, c'était avec la Chine, parce que j'allais régulièrement, entre guillemets, à l'époque. Et l'école où j'ai appliqué, en fait, m'a refusé. Donc, j'ai eu mon deuxième choix. Puis, il y avait pas mal de personnes de mon école qui allaient à Londres. Je me suis dit, Londres, en vrai, c'est pas mal. Grosse culture du foot, ville assez bonarde, comme on dit, bien bon vivant. Et je me suis retrouvé là-bas avec pas mal de monde de ma promo. Puis l'Hydrac, je crois qu'ils ont 7 campus en France, donc j'avais des gens de ma promo plus des autres campus de l'Hydrac. Donc on avait une bonne équipe, on va dire. On avait une bonne équipe. Puis ça a été une période assez plaisante. Ouais. Et encore une fois, placé sous le signe des études, bien entendu. Je connais ton sérieux pour ça. Tu sais, justement, je voulais savoir, parce que tu viens de Mazamet, tu montes en gamme, tu vas à Montpellier. Ouais. Puis là, tu arrives à Londres. Comment le petit gars de Mazamet, il réagit quand il arrive à Londres? C'est une bonne question. Comment j'arrive, je crois, à l'aéroport à Stansted, qui n'est pas déjà dans le cœur de Londres, qui est un peu à l'extérieur. Ensuite, tu prends le train jusqu'à Liverpool Street, si ma mémoire est bonne. Puis c'est là où tu arrives vraiment à Londres et c'est là où tu te rends compte que c'est pas Mazamet, c'est pas Montpellier, c'est un petit peu plus grand. Puis tu sais, quand tu visites Londres, je veux dire, c'est une ville qui historiquement est vachement intéressante, qui architecturalement est extrêmement riche et qui d'un point de vue culture est extrêmement diversifiée également. Donc je pense que tu sais, c'est quelque chose que je retrouvais un certain côté international que j'avais vu par le passé, que j'avais commencé à découvrir par le passé. Donc je me suis rapidement senti à l'aise. Les Britanniques, surtout à l'heure de l'apéro, ils sont extrêmement chaleureux, hein, je veux dire, sauf quand on parle rugby, bien entendu, parce que bon, c'est pas facile pour tout le monde. Mais non, je trouve que c'est ça. En fait, je me suis senti vite dans le bain. En fait, je me suis vite senti bien. Même les cours, je veux dire, tu sais, j'avais des profs qui étaient super. La qualité des infrastructures était incroyable. Puis, tu sais, on avait un agenda qui était quand même assez léger. Ça ressemble beaucoup aux agendas nord-américains, contrairement aux agendas français, où on a beaucoup plus d'heures de cours et moins de travail personnel. Donc non, je me suis senti comme un poisson dans l'eau, littéralement. Puis justement, tu parles des différences. On parle souvent qu'il y a une différence de mentalité entre le français et l'anglo-saxon. Comment toi tu l'as perçu cette différence de mentalité? Je dirais même au-delà du français, de l'anglo-saxon, du latin et de l'anglo-saxon, parce que bon, si tu compares, mettons, la mentalité du sud-ouest de là où on vient et la mentalité, je sais pas moi, je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, hein, avec la mentalité bretonne ou avec la mentalité alsacienne ou bref, d'autres régions en France. Oui, il y a des similitudes d'un point de vue culture, mais on a également des différences. Puis c'est ça aussi qui fait la richesse de la France, cette diversité-là. Donc quand tu fais le comparatif entre la culture anglo-saxonne et la culture latine, tu as une proximité qui est peut-être différente. Tu sais, tu as un protocole aussi qui est peut-être un petit peu différent. Quoique, je pense que ça dépend beaucoup des interlocuteurs et du background des interlocuteurs que tu vas avoir. Mais avec des gens de ma génération, j'ai pas senti une telle différence. Puis encore une fois, tu sais, il y avait extrêmement, je veux dire, de diversité. On était dans une école qui accueillait des étudiants de dizaines et de dizaines et de dizaines de pays. Donc, tu sais, il n'y avait pas un carcan, il n'y avait pas une culture, il n'y avait pas un protocole. C'était vraiment un mélange de plusieurs choses. Puis le feeling est vachement bien passé, même avec les Britanniques, tu sais. Puis quand tu commences à bander, à t'intéresser à des sujets en commun, la discussion est super facile à articuler ensuite. Puis, tu sais, justement, tu sais, à l'école, tu sais, les programmes, on sait que, tu sais, moi, j'ai étudié ici. J'ai étudié en France, je vois qu'il y a quand même une grosse différence. Est-ce que toi, au niveau des programmes de l'école, est-ce que tu as senti une grande différence? Ouais, beaucoup. Hein, parce que je veux dire, j'allais très souvent à l'école. En plus, j'étais extrêmement assidu. Mais le peu de temps au moins où tu ouais, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, déjà, deux choses très simples. La présence en cours. En France, on avait un appel, tu vois, il fallait pointer, quoi, grosso modo. Donc, quand tu n'allais pas, tu demandais à un collègue qui signait la feuille pour toi. À Londres, il n'y avait pas d'appel. T'étais là, t'étais pas là, just too bad. T'avais pas la feuille du cours, puis ensuite, c'était à toi de galérer pour récupérer les infos. Donc ça, c'est une différence qui m'a plu, on va dire ça comme ça. Et la deuxième, c'est ça, c'est la notion de travail personnel, en fait. En France, on a beaucoup d'heures de cours, mais je veux dire, le travail... Enfin, à notre époque, je sais pas comment c'est maintenant, ça va peut-être changer. Et pour le mieux, j'espère. Mais je veux dire, Londres, je veux dire, c'était moitié-moitié, quoi. T'avais moitié d'heures de cours, puis t'avais moitié d'heures de travail perso, tu sais. Donc si t'avais un 20 heures de cours hebdo, tu savais que tu fallait te mettre, entre guillemets, un 20 heures de plus à la maison, à la bibliothèque, quoi que ce soit. D'ailleurs, les Britanniques travaillent beaucoup à la bibliothèque. Moi, en France, je travaillais à la terrasse des cafés, quoi, quand je travaillais, quoi. Ou au bord de la piscine. Donc, non, c'est deux mentalités, entre guillemets, ou deux approches scolaires, on va dire, différentes. Ouais, souvent, quand on va à la bibliothèque, à l'université, c'est pour emprunter un livre, c'est pas pour y travailler. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est pour ceux qui savent lire. C'est surtout ça. Ouais. C'est pas facile. C'est pas facile.
Puis là, donc, t'es en Angleterre. Puis, en parallèle, tu fais comme ton deuxième volet d'expatriation. T'arrives à aller en Chine, qui était ton premier choix. Ouais. Donc là, c'est à peu près des voyages entre 2009 2012. Ouais, pendant 3-4 ans. Ouais, pendant 3-4 ans, que ce soit à Nanton, que ce soit à Shanghai ou beaucoup à Pékin, où j'avais mon ex-conjointe qui était expat. Ouais. Ça a été... tu sais, on parlait tout à l'heure de la différence entre Mazamet et Montpellier, entre Mazamet et Londres. La différence entre Mazamet et Pékin, c'est attention. Quoi. Ouais, c'est pas mal ça, ma première question, tu sais, au niveau du dépaysement, parce qu'on est d'accord, tu sais, là, on reste en Europe, tu sais, France-Angleterre, là, t'arrives en Chine. Il y a tout qui est différent. Il y a tout qui est différent. Tu sais, c'est quoi ton T'as pas de repère, en fait. Sentiment, ça, quand t'arrives là, t'as pas de repère. Mais je me rappelle, la première fois que j'arrive en Chine, j'arrive à Shanghai, on sort de l'aéroport, on fait genre 5 minutes de voiture, et il y a un camion gigantesque qui fait un tête à queue sur l'autoroute. Et moi, je suis là, je capote, comment dire un bon québécois. Et le gars avec qui je travaille me dit, mais normal, ici, ça arrive tous les jours, tu vas voir, il va en arriver plusieurs. Et en effet, tu vois, je veux dire, rien que ça, c'est impressionnant, ça apporte un petit peu d'humidité, voire, tu sais, de comment je pourrais dire, tu vois les choses sous un autre angle, tu vois. Donc, non, juste ça, c'est sûr que tu arrives dans un pays qui est gigantesque, avec une culture qui est totalement différente, avec une langue qui a aucune base latine, je veux dire, avec des codes, tu sais, je veux dire, par rapport aux codes en affaires ou par rapport à la vie de tous les jours qui sont totalement différents. Donc, t'as pas vraiment de repères sur lesquels te baser, donc faut que tu sois vraiment, je dirais, en mode observation, que tu essayes de t'inspirer de ce que les autres font, d'écouter, de comprendre, entre guillemets, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, puis tu essayes de t'intégrer. Puis moi, j'étais là dans un contexte d'affaires, la toute première fois que j'étais en Chine, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Puis justement, tu sais, pourquoi la Chine? Qu'est-ce qui t'a attiré? Parce que tu sais, là, tu dis que tu avais déjà demandé, puis finalement, tu arrives à y aller. Pourquoi la Chine? Qu'est-ce qui t'attire là-bas? Ça a été, je pense, un addon, parce qu'il fallait que je trouve un stage et j'avais pas trouvé de stage. Et mon père faisait faire de la production en Chine à l'époque, là-bas. Et il m'a dit, tu sais quoi, mon fils, t'as pas été capable de te prendre par la main pour retrouver un stage, je vais t'en trouver un de stage. Puis c'était clairement pas le stage le plus facile, parce que mon taf, c'était de faire le lien entre des clients occidentaux et des fournisseurs chinois, sans parler mandarin ou cantonais, bien entendu, sinon c'est pas marrant. Oui. Donc non, ça a été une bonne claque sur la gueule, comme on dit. Ça a été une bonne claque sur la gueule, mais c'est venu me conforter, entre guillemets, dans mon avis, pas d'explorer le monde, parce que je suis pas un grand explorateur, on s'entend, mais d'essayer d'aller ailleurs, de découvrir de nouvelles cultures, de voir si je pouvais, entre guillemets, suivre un cheminement qui était peut-être un petit peu différent des autres, mais encore une fois, en essayant, encore une fois, avec beaucoup d'humilité, de voir et de m'imprégner de ce qui se passait ailleurs. Puis justement, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience chinoise? La résilience. La première chose, c'est la résilience. Ouais, la résilience. Ça fait le cuir, comme on dit, là. Ça te fait la tête dure. Mais je pense que ouais, c'est de la résilience, parce qu'honnêtement, tu sais, tu te retrouves à l'autre bout du monde, tu connais personne, tu parles pas la langue. Tu sais, je veux dire, les gens essaient de communiquer avec toi. Faut te débrouiller, tu sais, faut en vouloir, entre guillemets. Donc, ce serait assurément de la résilience. Ouais. Puis, tu sais, justement, tu disais que c'était vraiment plus dans un rôle business, que tu faisais le lien entre les occidentaux, puis les fournisseurs chinois. Ouais. Tu sais, justement, là, quelle est la grande différence au niveau business, tu sais, entre le côté chinois puis le côté un peu européen? En France, on n'a pas peur d'être dans le conflit. D'un point de vue travail, au Québec, c'est pas que c'est plus tabou, mais il y a plus cette notion d'évitement, alors qu'en France, on est un peu bourrinasse, quoi. On aime aller au conflit, on aime ça, entre guillemets, se disputer. C'est dans les gènes, oui. En Chine, il y a un code, si je puis dire, il y a un respect, il y a une sorte de... Il faut pas faire perdre la face, en fait, à son interlocuteur. C'est extrêmement important. Il faut vraiment, vraiment pas. Peu importe que ce soit ton supérieur, que ce soit un client, que ce soit un fournisseur, que ce soit un employé, que ce soit n'importe qui, il faut faire extrêmement attention dans la mesure où ça peut créer énormément de tension, ça peut créer énormément de malaise. Énormément. Donc ça, c'est une grosse différence. Ensuite, l'autre différence flagrante, le rapport avec la fête. Les Chinois sont extrêmement fêtards. Moi, j'ai fait le Nouvel An chinois à Pékin, j'ai fait le Nouvel An chinois à Shanghai. Tu sors avec les clients, tu sors avec les fournisseurs, puis on boit pas que de l'eau, quoi. Ouais. Puis on boit pas un carafon, on boit et pas à peu près. Donc en fait, c'est tout à fait différent. C'est tout différent. Mais c'est assez intéressant comme culture. Sur le plan personnel et sur le plan professionnel, c'est extrêmement riche. C'est fou parce qu'on n'a pas du tout, tu sais, cette image du côté chinois. C'est plus comme de la rigueur, tu sais, avec toute l'image qu'on se fait en Occident, tu sais, le Parti communiste, tout ça. Puis tu sais, on pense pas forcément, tu sais, qu'ils soient capables de
se lâcher comme ça. En plus, avec des clients, on parlait de pas perdre la face. C'est quand même assez Mais je pense que surprenant. c'est pas propre à la Chine. Tu regardes leurs voisins japonais, bon, ils ont une culture très, 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 très différente. Puis ils s'aiment pas trop non plus. D'ailleurs, les Chinois, ils aiment pas grand monde, même pas eux-mêmes. Mais c'est le petit rafut pour mettre gratuit, ça. Mais honnêtement, genre, tu vois dans ces cultures-là qu'il y a énormément de pression et que les gens évacuent comme ça, en fait. Les gens, en fait, évacuent par le biais de la fête. Puis c'est cool parce qu'en vrai, ça permet de rencontrer énormément de monde. Tu vois, quand j'étais à Pékin, moi, j'étais dans un quartier qui est Sanlitun, qui est le quartier un petit peu des ambassades, des expats. Mais tu rencontres des gens, mais de partout, en fait. De partout. Donc, c'est une différence, mais en même temps, c'est un point commun quand tu y réfléchis parce que on n'est pas les derniers non plus sur la fête. Donc, tu sais, je veux dire, c'est quand même assez intéressant la façon dont c'est abordé, encore une fois, et dont les gens, entre guillemets, vivent à travers ça. Donc là, justement, après comme plein d'années de travail puis d'assiduité. Énormément. Tu valides, tu arrives à avoir ta maîtrise. Ouais, je valide sur un malentendu, en vrai. Laisse faire la légende, t'as bien travaillé. Mais c'est ça. Puis là, 2010, encore une expatriation avec ta famille au Canada. Ouais. J'étais entre deux pays à l'époque. J'étais entre trois pays. J'étais entre le Royaume-Uni, j'étais entre la France, j'étais entre la Chine. Puis le plan initial, c'était de m'installer en Chine. Puis j'arrivais pas à trouver la bonne fenêtre, la bonne opportunité. Puis j'allais en Chine en fait pour les vacances. En fait, donc c'était pas dans un comment je pourrais dire, c'était pas dans un optique. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, tu vis pas la Chine au day to day quand tu vas passer des vacances et nulle part ailleurs en fait. Tu vois, tu peux y rester 5-6 mois. Quand tu commences pas à avoir une routine ou quoi que ce soit, tu sais, c'est difficile de te dire, ok, voilà le quotidien à quoi il va ressembler. Donc non, beaucoup de voyages d'est en ouest. Et finalement, j'atterris à Québec. En septembre 2010, je crois, si ma mémoire est bonne. Ouais. Puis pourquoi le Canada? Parce que là, t'as fait comme l'Angleterre. Puis là, le Québec, en plus, qui est comme une mentalité encore différente. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui t'a attiré au Québec? Je pense en fait c'est qu'est-ce que j'ai fui avant de qu'est-ce qui m'a attiré. La Chine c'était compliqué parce que j'avais du mal à me projeter, puis il y avait des différences culturelles assez notables. On en a pas parlé, mais la pollution en Chine c'est quand même un bail. L'Angleterre, je trouvais ça difficile, je trouvais ça extrêmement cher. Je voyais pas comment tu pouvais entre guillemets, je trouvais que ça me semblait difficile de me lancer là-bas parce qu'au bout d'un moment il faut bosser quoi. Et la France, voilà. Donc ça me tentait absolument pas de vivre en France. Je pense que c'était déjà, on parle d'il y a 15 ans, c'était déjà un sacré bordel, puis c'est encore pire aujourd'hui. Donc je me suis dit, écoute, c'est quoi les opportunités qui s'offrent à toi? Puis mes parents étaient en train, eux, de s'expatrier à cette époque-là, justement vers le Québec. J'étais déjà allé au Québec à plusieurs reprises. Je me suis dit, en vrai, c'est francophone, c'est à côté des États-Unis, qualité de vie optimale, pays magnifique, tu vois, région magnifique, province magnifique, pays magnifique. Donc je me suis dit, ok, je vais tenter l'aventure. Puis je me suis dit, je vais partir, allez, pour 5 ans, et on va voir qu'est-ce que ça va donner. On va voir comment ça va se passer, on va voir comment ça s'articule, on va voir c'est quoi les opportunités qui se présentent à moi. Puis au pire des cas, si ça me plaît pas, je déménage. Ah, ça, c'était pas ta première expatriation. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Donc là, t'arrives ici, donc premier job, travail agent marketing. Oui, télémarketing. Oui, monsieur. À l'Orchestre symphonique de Québec. Oui, monsieur, le plus vieil orchestre symphonique au Canada. C'était toute une expérience. Comment t'arrives à cette première job-là après avoir comme fait du business en Chine, après avoir étudié, plus aussi le côté business à Londres, comment t'arrives agent et marketing sans juger, attention, c'est pas facile, c'est un taf ultra dur, c'est pas à l'opposé, mais c'est pas vraiment dans le même secteur que ce que il y avait marketing, c'est tout. Il y avait juste marketing. En fait, je faisais de la vente et tout, donc c'est sûr, ça me rejoignait. Mais comment j'arrive là? J'arrive au Québec, je commence à rader les offres d'emploi, je scoute à droite à gauche, puis je passe à l'entrevue avec un mec qui s'appelle Claude, que je salue d'ailleurs. À l'époque, il travaillait chez Soligo Grupo. Et je vais passer mon entrevue là-bas, et le gars, il me dit, t'as un super profil, mais il me dit, je pourrais jamais te payer, quoi. J'étais là, je dis, moi je te demande pas que tu me payes, je te demande juste que tu m'offres un taf, tu vois. J'étais pas dans l'optique. Juste de l'expérience. Ouais, c'est ça, tu sais, j'étais pas dans l'optique, ok, je viens là pour emplâtrer, faire un paquet d'oseille. Moi, je voulais juste bosser, tu vois. Et il me dit, regarde, je travaille avec une agence de développement web, mais écoute, peut-être que là, ça passera pas. Essaye de trouver quelque chose de ton côté et je te tiens au courant. Ok, parfait, excellent. Et je tombe donc, mettons, sur un cabinet de recrutement qui me dit, écoutez, moi, j'ai un taf, si vous voulez, pour vous à l'Orchestre symphonique, c'est du télémarketing. Va falloir vous faire mal, mais il y a moyen de faire un petit peu d'argent, tu sais, parce qu'il y avait une base de fixe, puis il y avait une base de prime. Je suis rentré là-bas, j'ai fait 1 an, campagne de financement, campagne de vente de billets de saison, puis honnêtement, je me suis régalé. J'ai eu beaucoup de plaisir. C'était pas facile parce que j'avais un super gros accent puis j'écorchais à peu près 9 noms sur 10. Mais
quand j'arrive à me faire comprendre, mais j'avais des collègues en or, j'ai une boss Annie en or, donc ça a été une super belle expérience. Tu sais, justement, tu parlais, tu voulais pas forcément être là pour faire beaucoup d'argent, tu sais, le minimum pour vivre, on est d'accord. Ouais, c'est pour toujours vivre, ça, ouais. pour voyager, pour faire des activités, mais tu sais, je pense que aussi c'est important de mettre en avant que le travail pour ton intégration, C'est essentiel. pour moi, c'est primordial. C'est essentiel. Tu sais, Mais tu peux pas t'intégrer sans travail. C'est Non. pas possible en fait. c'est là où tu crées tes premiers C'est ça, liens. tes c'est là où premiers tu- liens, oui, je veux dire, c'est là, mais même, je veux dire, tu sais, humainement parlant, comment tu peux être épanoui si tu travailles pas? Honnêtement. Il y en a qui arrivent. Ouais, mais bon, on n'est ensuite, pas là pour c'est juger là, ça, ben, mais c'est il y en ça, a qui arrivent, mais chacun son éducation, chacun ses valeurs, quoi. Mais encore une fois, tu sais, je Le veux dire, côté espagnol ressort sur ça. c'est ça, peut-être. Mais en vrai, non, encore une fois, surtout quand tu arrives dans un endroit où tu connais personne, je veux dire, le travail est le vecteur d'intégration numéro un. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis là, tu fais donc une petite montée en gamme et en responsabilité. Conseiller Ouais. stratégique, c'est Sogix. Ouais. Responsable marketing communication chez Libéo. Ouais. Puis là, tu atterris directeur des communications pour le WAC, qui est Ouais. donc le Web à Québec. C'est Ouais. le plus grand événement numérique francophone en Amérique du Nord. Oui, monsieur. Comment t'arrives là? Putain, encore un putain de hasard, quoi. J'ai un collègue à moi qui était bénévole dans un événement, donc qui était le WAC, et auquel moi j'avais assisté en tant que participant lorsque j'étais chez Sogix à l'époque. Et un jour, il vient me dire, on cherche des bénévoles et tout, gestionnaire de communauté, réseaux sociaux, on y revient. Ouais. Est-ce que ça te tente? Puis moi, je trouvais que c'était une belle opportunité. Tu sais, on parlait encore une fois d'intégration, de vecteurs de socialisation et tout ça. Puis c'était un domaine qui m'intéressait. C'est un domaine dans lequel je commençais, entre guillemets, un petit peu à monter en gamme et sur lequel je commençais à m'intéresser. Et j'ai dit, OK, let's go. Donc je rentre. Pour l'anecdote, je rencontre celui qui allait devenir mon futur associé également là. Au début, on peut pas se blairer. Comme quoi, tout change. C'est toujours comme ça au début. Hein. Les C'est plus belles ça. amitiés, ça se crée comme ça. Assurément. D'ailleurs, je pouvais pas te voir au début non plus, mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, je fais 2-3 mois en tant que gestionnaire de communauté. Puis la directrice de l'époque, Karine, directrice marketing, directrice des coms, tombe enceinte, en fait. Et donc, doit un petit peu couper dans ses implications et tout ça. Puisque c'était bénévole, c'est important de le préciser. Oh. Et finalement, je me fais proposer le poste de directeur de communication. On avait une super bonne équipe. Tristan, lui, vient chapeauter, donc mon associé, tout le volet direction artistique, tout le volet créa, parce que moi, je suis une bille là-dedans. Et on part un comité qui, en 2 ans, défonce absolument tous les records de vente, quoi. Ouais, On les j'ai défonce, vu je veux vos dire, stats, on c'était a quand même fait incroyable, 2 années incroyables, tu sais, mais je veux dire, dans les chiffres, puis dans le fond, dans l'animation de l'événement, je trouvais que c'était en adéquation avec nos valeurs, vraiment. Puis je trouve qu'on a réussi à livrer, puis pas que nous, hein, c'est-à-dire qu'il y avait 50-60 bénévoles à l'époque, hein. Puis il y avait des toujours une équipe, commanditaires et tout ça, ouais. Puis c'est un événement qui, pour moi, vit grâce aux bénévoles et qui est teinté vraiment par comment je veux dire, l'humanité et l'humaine des bénévoles. Et on arrive à livrer 2 éditions, mais je pense, d'une qualité, encore une fois, à peu près exceptionnelle, quoi. Puis justement, là, tu sais, là, on parle, t'étais plus business, marketing au début. Ouais. Là, on voit que petit à petit, tu dévies vers plus tout ce qui est numérique, réseaux sociaux, Ouais. ça t'intéresse un peu plus. Mhm. Est-ce que tu penses que cette expérience-là était Assurément. comme le Assurément. pierre Ouais. angulaire de Ouais. la carrière qu'on va parler après? Ouais, parce que quand j'ai commencé à travailler dans le marketing, c'était vraiment sur le volet développement site web, là. Donc, tu sais, oui, je travaillais, mettons, avec des outils comme LinkedIn, comme Facebook, comme Mailchimp pour les newsletters et tout ça. Mais le WAC, directement et indirectement, je pense, m'a permis de mieux comprendre où est-ce que je voulais m'en aller et comment je voulais travailler ça. L'emploi que j'ai eu chez Libéo m'a énormément aidé également dans ce sens-là. Puis, quand il a fallu prendre une décision suite à mon licenciement de chez Libéo, j'ai dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Puis où est-ce qu'on va? Puis ça n'a pas été naturel, mais ça s'est quand même fait vite parce que j'ai pas une culture d'entrepreneur. Moi, on m'a jamais dit, un jour, faut que tu deviennes entrepreneur. Tu vois, moi, j'ai été élevé, c'est le salariat, quoi. Et donc, quand j'ai eu cette opportunité-là, j'ai dit, OK, vas-y, on va faire un mix and match de tout ce que tu as vu durant les 10 dernières années. Puis on va essayer de voir ce que ça peut donner. Puis là, justement, tu sais, là, on va continuer sur, tu sais, tu te lances à ton compte, on parle d'entrepreneuriat, Ouais. là, tu sais, ça y est. Travailleur autonome, Ouais, conseiller marketing et communication numérique. Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. J'ai bien lu ton LinkedIn. C'est bien. Très bien. Pourquoi te lancer dans... Tu sais, qu'est-ce qui t'a attiré pour le coup dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est comme la liberté? Tu sais, souvent on entend dire c'est la liberté, je veux être mon propre chef. Tu sais, mais toi, qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Déjà, j'ai eu un licenciement, puis je trouvais que c'était... comment je pourrais dire? Je trouvais que culturellement parlant, je trouvais que le salariat au Québec, c'était
pas forcément, si je puis dire, en adéquation avec mon caractère, parce que j'ai quand même un caractère un peu particulier, on va se le dire, et que, grosso modo, on n'était jamais mieux servi que par soi-même. Donc si je me permettais, entre guillemets, d'être critique par rapport aux gens avec qui je travaillais, notamment mes supérieurs, il fallait que je le sois aussi envers moi-même. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est bien de vouloir critiquer les autres, leur méthode de faire, leur processus, tout ce que tu veux, mais si t'es pas capable de faire ce que eux ils font, abstiens-toi. Donc grosso modo je me suis dit ok, t'as une grande gueule, maintenant tu vas aller au charbon, tu vas mettre l'épaule à la roue, tu vas te faire violence, puis tu vas essayer entre guillemets de faire ce que tu penses être capable de faire, même si j'avais entre guillemets une idée un petit peu obscure de la chose, et à partir de là on va voir où est-ce que ça va te mener. Pas plus compliqué que ça. Souvent ça c'est un bon conseil, la balaye devant ta porte. Ouais, bien sûr, puis c'est pas facile d'être entrepreneur, attention, non. Puis tu sais, je glorifie pas l'entrepreneuriat dans le sens, entre guillemets, sacrifier tout pour devenir entrepreneur. Mais humainement parlant, c'est un gros cheminement, puis ça te permet, encore une fois, je pense, en termes d'humilité et de prise sur soi, de progresser énormément. Puis justement, là, parlant, tu te retrouves français, avec ton expérience à l'étranger, tout ça, entrepreneur au Québec. Ouais. Tu sais, comment ça s'est... Comment ça s'est pas fait du jour au lendemain, déjà. Tu sais, comment dans ta culture, parce que c'est quand même... Tu lances ton entreprise à l'étranger. Ouais, bien sûr. Comment ça s'est passé? Comment ça se les passe les bonnes choses que tu vois par rapport à l'entrepreneuriat ici et ailleurs? J'ai eu beaucoup de chance, en fait. J'ai eu beaucoup de chance parce que quand je prends cette décision-là, j'ai un pote, Eric, je te salue, qui me dit, regarde, j'ai un contrat à la pige avec une agence qui était Kilovolt à l'époque, et qui me dit, regarde, j'aurais pas le temps de le prendre, ce mandat, tiens, prends-le. C'est-à-dire directement, j'ai un super mandat qui permet, entre guillemets, de dire ok, je vais avoir de quoi payer les factures, je vais avoir de quoi remplir le frigo et tout ça. Donc, tu sais, le stress financier, tu l'as plus. Ça, donc déjà, pendant un petit moment, tu sais que pendant 3-4 mois, tu vas pouvoir, entre guillemets, structurer ton approche, tu vas pouvoir essayer de penser à comment tu veux axer ton modèle d'affaires, ce genre de choses-là, puis qu'est-ce que tu veux offrir aussi. Et donc, de facto, tu sais, ça t'amène une certaine quiétude par rapport à comment tu vas, encore une fois, aborder pas le problème, mais la question de l'entrepreneuriat. Puis à l'époque, moi, je me définissais pas comme entrepreneur, tu vois. Donc, déjà, tu vois, je commence à travailler sur ça. En parallèle, je commence à récolter ce que j'ai semé de par mes différents travaux, que ce soit professionnels ou bénévoles, notamment par le biais de mon réseau. Et donc, tout commence à s'articuler ultra vite. J'adorais écrire, donc je commence à rédiger des articles de blog sur LinkedIn. J'étais pas trop mauvais au téléphone, je commence à faire du démarchage. Et petit à petit, en fait, tout se met en place. Je commence à avoir une douzaine de clients que je gère à moi tout seul. Puis au final, je me retrouve, à faire des très, 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 très grosses semaines. Parce que ma première année en tant que travailleur autonome, je suis encore, entre guillemets, bénévole au WAC. Je dis bénévole, entre guillemets, parce que c'était 20-25 heures semaine de boulot. Et je fais une année, épuisante, mais je fais une année de fou. J'arrive en fin d'année, je suis remonté comme un coucou, quoi. Et j'ai juste envie d'en prendre plus. Là, je pense que tu as dit aussi 2 mots qui sont importants et qu'il faut mettre en valeur pour le business, l'entrepreneuriat. Je pense que c'est opportunité et réseau. Ah oui, assurément. Les opportunités, il faut que tu les saisisses, mais il faut que tu les fasses bien. Elles arrivent aussi souvent par ton réseau. Pour une expatriation, souvent, les gens oublient que... Tu connais personne. Tu connais personne. Tu crées ton réseau, puis il faut que tu crées aussi ton réseau, pas juste dans ta communauté. Il faut que tu ailles voir ailleurs, faut que ça passe par le travail souvent, mais si tu travailles... Ouais, puis les études, sur ta job en France, par exemple... Tu sais, les études, je pense que moi, je regarde les gens avec qui je travaille, ils ont gardé un super bon réseau avec leurs camarades d'université. Moi, il y en a encore que je vois, mais quand t'as pas étudié ici, déjà, il te manque... Quand t'as pas étudié ici, que t'es pas né ici, que t'as pas vécu ici, le réseau, mon homme, il va falloir que tu prennes tes 2 petites mains et que tu te le fasses. Ah, il va falloir que tu ailles le chercher. Ah ouais, bien sûr. Ah, exactement. Ouais, tu aimes tellement ça, l'entrepreneuriat, que tu lances Maple Inside, c'est aussi une belle histoire, pour aider les entrepreneurs de passer du rêve à la réalité. C'est-à-dire qu'en gros, les gens arrivent avec une idée, vous aidiez à concrétiser cette idée. Ouais, c'est ça, exactement. On faisait ce qu'on appelle, en fait, on était un startup studio. Donc les gens venaient nous voir avec un business plan ou une entreprise qui était en démarrage. Et grosso modo, nous, on mettait à leur disposition, en fait, tout simplement, une force de travail, des expertises, des gens qu'on avait sur notre payroll à nous chez Maple Inside, contre une prise d'équité dans le capital de la startup. Donc grosso modo, je te donne des bras, je te donne des cerveaux, mais toi, tu me donnes de l'équité, en fait, tout simplement, dans ton entreprise. Et ça aussi, c'est une histoire de fou, parce que moi, à l'époque, j'étais travailleur autonome. Tristan, il me dit, viens, il faut que je te présente quelqu'un. Xavier, je salue également. Et on va manger. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Ouais, il y a beaucoup de... parce qu'en fait, c'est ça, la vie. Faut pas oublier les gens, parce que c'est les gens qui te mettent le pied à l'étrier. C'est ça. Et donc, je vais manger chez Xav, et Xav, il me présente son projet. Moi, je partais en Europe. Je dis, putain, ma meuf, elle va me tuer. Elle me dit, je vais encore me lancer dans un truc de fou. Je vais devoir travailler comme un malade.
Et j'ai dit, je sais pas. J'ai dit, honnêtement, je sais pas si je veux parce que, regarde, j'ai beaucoup de taf, je suis quand même heureux dans ce que je fais. Puis je pars et je lui dis, regarde, je pars en vacances, je reviens dans 3 semaines, on en reparle dans 3 semaines. Et bien sûr, je suis en vacances, je décroche absolument pas, j'arrête pas de penser à ça et je me dis, putain, en vrai, l'aventure, elle pourrait être cool parce que seul, tu vas toujours plus vite, mais ensemble, tu vas toujours plus loin. Et je me dis, tu sais, t'associer avec des gars qui ont cette expérience, qui ont cette culture, qui ont cette comment je pourrais dire, cette philosophie, à un moment, ça peut que marcher, en fait, d'une façon ou d'une autre. Et c'est comme ça que j'ai embarqué, en fait. J'ai arrêté le travailleur autonome, je suis passé à 100% chez Maple Inside. Puis ça a été, je pense que ça a été le moment où je me suis senti entrepreneur et le syndrome, entre guillemets, de l'imposteur a commencé à s'estomper. Ouais, mais c'est quand même important, ça, tu disais, le syndrome de l'imposteur, là, Ah ouais. beaucoup de monde, là, c'est quelque Ouais. chose qui peut te freiner. Puis, tu sais, surtout, en plus, quand t'es à l'étranger, parce que t'es comme, je viens pas d'ici, je me change souvent peut-être de carrière aussi, puis c'est ça, la tête, t'as comme le sentiment Non, bien d'imposteur sûr. qui te Puis, bloque, tu sais, qui te je veux freine. dire, tu côtoies du monde qui, enfin, je veux dire, la case entrepreneur, elle est ultra grande. Ultra grande. Je veux dire, d'un point de vue secteur d'activité, d'un point de vue, entre guillemets, comment tu vas définir ton succès, comment tu vas définir l'impact que tu as dans la société, que ce soit d'un point de vue économique, que ce soit d'un point de vue social, bref. Tu sais, je veux dire, c'est facile de se sentir petit, surtout quand tu démarres là-dedans et te dire, ouais, ben écoute, vas-y, je vais rester à ma place et je vais pas faire trop de bruit, quoi, je veux pas déranger. Ouais, c'est Ah ouais, non, pour vrai, ça, tu sais, ouais. tu sais, pourtant je suis grande gueule, tu vois, en plus. Ouais, Puis- mais il y a toujours ce petit complexe qui Ah travaille, ouais, comme mais le même petit encore enfant en toi aujourd'hui, qui tu te- vois, tu sais, moi j'ai eu la chance d'avoir été mentoré, je le suis moins maintenant, tu sais, j'ai la chance de côtoyer des gens qui ont des entreprises ultra prospères, qui embauchent des centaines, voire des milliers de personnes. Moi j'arrive, c'est pas que tu joues profil bas, tu vois, mais tu défends, entre guillemets, avec plus d'aisance avec le temps, tes valeurs, ta vision, puis ce qui te définit aussi en tant qu'entrepreneur, parce qu'encore une fois, la définition est très large. Puis justement, tu sais, aider les entrepreneurs à Ouais. concrétiser, tu sais, leurs idées. Ouais. Est-ce que toi, ça t'aide pour ta propre entreprise? Assurément, oui, Tu sais, c'est sûr. assurément. Moins quand j'étais chez Maple Inside, parce que chez Maple Inside, on était entrepreneurs, mais on était protégés et privilégiés, comme ça avait pas de sens en fait, parce que je me rends compte que Xav, qui était notre DG à l'époque, il en prenait quand même une grosse partie sur les épaules. Puis en vrai, nous, on n'était pas touristes, on n'était pas en claquette, tu vois, mais en vrai, c'était privilégié. Ah, je te connais, tu peux pas être un touriste. Non, mais enfin, je veux dire, tu sais, travail. c'était pas les problèmes d'aujourd'hui, c'était pas le stress d'aujourd'hui, c'était pas l'insomnie, c'était pas les nuits blanches, c'était pas les soirées passées, entre guillemets, à te regarder dans le miroir, à demander qu'est-ce qui va se passer demain, quoi. C'était vraiment très différent. Mais quand ça s'est arrivé, je me suis dit, il y a 2 choses qui vont t'animer dans ta carrière d'entrepreneur. Le premier, c'est le succès de tes clients. Voir comment tu peux avoir un impact positif sur la vie de tes clients, puis sur les gens qui travaillent donc chez tes clients. C'était le premier. Puis le deuxième, c'était mes employés. C'était les gens avec qui j'allais travailler au day-to-day, parce que je me suis dit, on se rappelle, très à l'aise pour critiquer tes boss à l'époque. Maintenant, il va falloir que toi, tu sois un bon boss. Maintenant, il va falloir qu'entre guillemets, c'est bon, tu sais, la première partie de l'équation, t'as entre guillemets trouvé un petit peu comment la gérer. Maintenant, le difficile, il arrive maintenant. Parce qu'entre gérer des gens, entre guillemets, au day-to-day, et puis gérer des clients, c'est 2 métiers totalement différents. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Tu sais, on le sait que c'est de plus en plus important aussi de bien savoir gérer ses employés pour justement Mais pouvoir oui, les garder. ouais, C'est puis ça tu qui est sais, je important. sais pas si tu gères des employés, mais tu veilles à leur bien-être, tu veilles à leur épanouissement personnel, professionnel, tu sais, je veux dire, là aussi, tu vois, chacun a sa définition de l'entrepreneuriat, mais chacun a son style également, tu sais, de gestion des ressources humaines. Je déteste ce terme, c'est très moche, mais bref, ça parle. Puis moi, j'ai toujours été très proche des gens avec qui je travaillais, puis moi, j'ai besoin de ce lien-là, j'ai besoin de ce côté humain. Sinon, en fait, moi, je suis pas heureux. Je suis pas heureux, et quand t'es un boss qui est pas heureux, tu peux pas rendre heureux tes coéquipiers, ça marche pas. Alors, tu vois, j'avais une prof qui était quand j'étais au DEC ici, qui m'a dit, au lieu de faire, tu sais, genre une gestion des ressources humaines, il faut faire une gestion humaine des ressources. C'est très joliment dit. Je trouve que c'est quand même une phrase qui m'a marqué. Puis, tu sais, quand moi, j'étais gestionnaire ou directeur, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui a essayé de m'animer tout le long. Puis, tu sais, je pense que maintenant, on n'a plus le choix. Si on veut du monde de qualité, si on veut les garder, tu sais, fidéliser comme ces personnes-là qui vont essayer de développer ton entreprise aussi. Parce que, oui, c'est ton entreprise, mais s'ils n'ont pas envie de t'aider à développer ton entreprise, tu peux rien faire. Donc, je pense que c'est quand même une notion qu'il va y avoir, tu sais, de plus en plus de nos jours. Bien sûr, non, bien entendu. Puis, tu sais, sur une note plus légère, là, tu sais, t'aider à concrétiser des idées. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des idées un peu folles? Tu sais, des trucs que tu t'es... Tu sais, le client est venu te présenter son projet, puis t'es comme...
Quand j'étais chez Maple Inside ou après? Ouais, chez Maple Inside, on en a eu. Puis on était pas mal d'actionnaires. On était 6 actionnaires ou 7 actionnaires si la mémoire est bonne. Donc, tu sais, je veux dire, t'as tout le temps des projets très divers, très variés qui arrivent. Puis, comment je pourrais dire? La réception n'est pas forcément la même chez tout le monde. On a tous des sensibilités, des valeurs différentes, des choses dans lesquelles on croit plus ou moins. Donc, tu sais, je dirais pas qu'il y avait des projets farfelus parce que je suis personne pour juger, entre guillemets, de la viabilité ou pas d'un projet, entre guillemets. Mais c'est sûr qu'il y avait des projets qui nous laissaient pas insensibles. Ça, c'est sûr. Puis même là, aujourd'hui, tu sais, enfin, je veux dire, on a un niveau, entre guillemets, ou tout du moins une approche qui, d'un point de vue secteur d'activité, est beaucoup plus ciblée, ce qui fait que je vois peut-être moins de diversité qu'auparavant. Mais c'est sûr qu'on a différentes topologies. Ouais, on a différentes topologies. Là, on en vient, tu sais, toujours sur le fil d'aider les entrepreneurs dans leur entreprise, tout ça. Tu crées avec Tristan en 2017 Réverbère. Ouais. Donc, c'est une agence de performance numérique spécialisée dans Meta et encore un peu plus au fur et à mesure dans Instagram. Vous êtes l'une des premières en Amérique du Nord à aller sur ce secteur-là. Ouais, à se spécialiser uniquement sur la plateforme. Ouais. Parce qu'au début, en fait, quand on lance Réverbère, on fait que du contenu, que sur Instagram. Puis, tu sais, la vision de l'entreprise, c'était pas forcément ce qu'elle est aujourd'hui, c'était peut-être pas aussi détaillé, mais l'objectif est un petit peu resté le même. C'est-à-dire qu'on voulait aider des gens à se faire connaître, grosso modo, via les réseaux sociaux. Je vais le dire de manière très, très vulgaire. Aujourd'hui, le pitch a évolué. Comme tu disais, aujourd'hui, on accompagne beaucoup plus des marques dans leur croissance, notamment à avoir tout simplement des indicateurs de performance plus entre guillemets engageant d'un point de vue vente, d'un point de vue rentabilité. On s'est diversifié, comme tu le disais. On n'est plus que sur Instagram, on couvre tout le volet de chez Meta, donc bien entendu Facebook, comment ne pas en parler. Puis on fait plus seulement que du contenu. On fait de la pub, on fait de l'influence, on fait de l'automatisation. Puis même, tu sais, je veux dire, ça a beaucoup changé en 6 ans. Ça a beaucoup changé. C'est une industrie qui se développe de totalement. jour en jour. Totalement. Totalement. Justement, tu sais, c'est quoi la différence pour toi, entre le marketing classique, dans les grandes entreprises, le développement de ta marque, tout ça, puis le marketing sur les réseaux sociaux, Meta, justement? Je pense que le marketing des réseaux sociaux fait partie intégrante du marketing traditionnel maintenant. C'est-à-dire que je vois que tu sois en B2B, que tu sois en B2C, peu importe la taille de ton entreprise ou ton secteur d'activité, je pense que les réseaux sociaux, puis c'est une grande famille, les réseaux sociaux, c'est devenu la norme en fait. Donc pour moi, le marketing des réseaux sociaux fait partie du marketing traditionnel, littéralement. Les grandes différences, si je puis dire, que je vois, c'est bien entendu la démocratisation. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à travailler dans ce domaine il y a bientôt 12 ans, là, je dirais, de manière professionnelle. Puis en 12 ans, il y a des réseaux qui ont apparu, qui ont disparu, il y a des fonctionnalités. J'en parlais très récemment dans une conférence, comme le shopping sur Instagram, qui avait fait un grand bruit et qui finalement ont fait un grand flop. Donc il y a eu, on vit à une époque qui est fascinante d'un point de vue technologique. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup d'enjeux inhérents à ça, notamment au niveau, par exemple, de l'utilisation et de la collecte des données, donc des usagers. Mais c'est un métier, c'est un domaine en pleine effervescence. Puis encore une fois, les outils qui sont mis à notre disposition nous permettent tout simplement d'avoir un impact direct sur la vie des entreprises. Puis on revient à cette notion, entre guillemets, d'imputabilité, de se mettre à la disposition du collectif. Puis c'est ça qui rend notre job passionnant. Autre point qui est absolument incroyable, avec les réseaux sociaux, on est en lien direct avec des communautés, avec des personnes. Tu vois, on a du feedback direct. Chose que tu n'as pas forcément avec d'autres leviers un petit peu plus old school, je dirais pas traditionnel, mais comme la télé, comme la radio, comme tout ça. Donc c'est humainement parlant, c'est fatigant, c'est épuisant, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est quand même ultra enrichissant. Ouais, c'est du 24/24. Tu sais, quand tu parles justement de la télé, tu vois ta pub, tu vois ton marketing, mais tu deviens ton propre média en fait. C'est ça. C'est-à-dire que la pub, enfin la publicité télévisée, tu vas sur le média de quelqu'un d'autre. Les réseaux sociaux, tu développes ton propre média. Puis je pense que ça a été un des gros changements qu'on a eu dans l'industrie du marketing sur les 25-30 dernières années. C'est que les organisations et les individus sont devenus des médias. Oui, c'est ça. Mais tu parlais justement de démocratisation. Ouais. Tu sais, les réseaux sociaux, moi, dans mon sens, c'est comme... Avant, le marketing, c'était les grosses entreprises qui avaient un secteur juste pour ça, ça t'a fait sur ça. Mais maintenant, même le petit fleuriste du coin, peut avoir 100 000 followers, puis avoir comme la puissance du réseau. Ouais, bien sûr. Qui l'utilise plus que des grosses entreprises. Puis ça, tu combines ça au commerce en ligne, vraiment, au e-commerce. Je veux dire, aujourd'hui, tu peux vendre n'importe qui, à n'importe qui, quasiment n'importe quoi, et surtout n'importe quand. Donc, tu sais, je veux dire, quand tu combines ces deux domaines-là, ces deux leviers, quand on parle de croissance, que ce soit un petit fleuriste, que ce soit un manufacturier, que ce soit une clinique, que ce soit une marque de beauté, de prêt-à-porter ou quoi que ce soit,
on est pas mal tous logés à la même enseigne. Ah ouais. Puis, justement, là, tu sais, pour une entreprise maintenant, Ouais. l'importance des réseaux sociaux pour toi, c'est quoi? Est-ce que c'est vital? Est-ce que c'est encore un peu... Je pense Tu que sais, si tu peux l'importance est t'en sortir relative aux enjeux que tu as en fait en tant qu'organisation ou en tant qu'individu. Mais c'est sûr que si à aujourd'hui, tu as des enjeux au niveau du recrutement, par exemple, les réseaux sociaux restent une excellente plateforme pour bâtir ta marque employeur. Je veux dire, nous, par exemple, à l'agence, chez Réverbère, notre stratégie, entre guillemets, de contenu sur les réseaux sociaux est basée sur des enjeux de recrutement. Donc, encore une fois, un problème, une solution. Je veux dire, c'est un média qui est extrêmement malléable en termes de contenu, en termes de fréquence. Puis encore une fois, tu sais, on est notre propre média, donc on a notre propre communauté. On peut, entre guillemets, divertir celle-ci, l'alimenter, la nourrir avec ce dont on a envie et passer les messages qu'on veut. Donc, si vous faites du recrutement, les réseaux sociaux, je pense que c'est important. Si on change de scope, vous êtes par exemple sur de la notoriété, donc un petit peu plus des objectifs de communication, ou même sur de la vente, parce qu'on vend via les médias sociaux. Nous, notre promesse, c'est de vendre avec les médias sociaux. Là aussi, dans bien des secteurs d'activité, pour bien des entreprises, encore une fois en fonction de leurs besoins, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même un incontournable. Alors, je disais que le marketing des réseaux sociaux, pour moi, fait partie du marketing traditionnel. C'est parce qu'aujourd'hui, tu vois des plateformes comme TikTok qui ont 1,1 milliard d'usagers. Tu vois des plateformes, mettons, comme YouTube, qui est le deuxième moteur de recherche derrière Google. Tu vois des plateformes comme LinkedIn, où 98% des marketeurs B2B sont actifs sur la plateforme. Bref, il n'y a pas que Facebook et Instagram. Non. C'est ça. C'est devenu, encore une fois, selon les besoins, selon les enjeux, des outils du quotidien. Puis c'est moins compliqué, entre guillemets, d'apprendre à utiliser les réseaux sociaux qu'à créer une pub pour la télé. Clairement. Mais tu sais, justement, là, tu parles de YouTube aussi, là. Ouais. Tu sais, moi, je sais que YouTube a complètement remplacé la télé. Pour moi, j'ai pas de chaîne de télé. Ouais. Je regarde tout sur YouTube. Je Ouais. regarde les documentaires. Je Bien regarde sûr. même mes émissions. Ouais. Je regarde tout sur YouTube. Même le journal, maintenant télévisé, je le regarde sur YouTube. C'est fou. Puis, il y a pas... Tu sais, il y a des pubs, mais c'est des pubs différentes. Oui, c'est pas bien les sûr. mêmes modèles. Ouais, puis c'est beaucoup plus ciblé, tu vois. La grande différence aussi avec les plateformes sociales versus les médias traditionnels, allez, enfonçons une porte ouverte, c'est la qualité de la publicité qu'on va avoir. Ça vient encore une fois avec des enjeux, on en parlait tantôt, des enjeux éthiques par rapport à la collecte et l'utilisation des données personnelles. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que permet de faire les réseaux sociaux? C'est de savoir qu'est-ce que tu veux, ce dont tu as besoin, puis te l'afficher au moment où tu en as besoin. Puis ça, la publicité, entre guillemets, sur des médias mainstream, oui, t'as tes opportunités, mais elles sont pas aussi abouties que celles des réseaux sociaux. Mais tu sais, en France, on parlait que ta clientèle cible à la télé, c'était la ménagère de moins de 50 ans. Tu sais, alors, tu sais, mais tu tirais comme dans l'océan. Ah, tu tires, tu tires large. Là, tu peux vraiment viser ce que tu veux. Ah oui. Là, vous décidez donc de partir en France. Vous ouvrez comme une... Ouais, il y a un petit peu plus d'un an. Une filiale. Une filiale, ouais. En France, pourquoi la France? Parce que tu as dit... La France, il y a plusieurs raisons. Pourquoi la France? Premièrement, parce qu'il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Puis je suis très content quand je rentre en France. Ça me permet de voir mes amis, ça me permet de voir ma famille. Puis tu sais, je veux dire, j'ai toujours été, malgré le fait qu'on a une famille un peu particulière, mon père voyageait énormément, bref, malgré le fait qu'on ait une famille bizarre, on est resté toujours très très proche. Donc indéniablement, ça est entré dans la balance. Mais on commençait à avoir des clients en France. Je pensais que on avait mutuellement à s'apporter, le Québec et la France, d'un point de vue maillage économique. Puis il y avait déjà des initiatives en place. Mais je pensais, tu sais, et je pense toujours d'ailleurs, bien entendu, qu'on peut, entre guillemets, apprendre mieux les uns des autres. Donc, tu sais, il y a eu vraiment beaucoup de choses qui sont rentrées en ligne de compte. L'euro versus le dollar canadien, bref. Et je me suis dit, en vrai, regarde, Charlie, ça fait un petit peu plus de 12 ans que tu es ici. À quel point, avec beaucoup d'humilité, encore une fois, ça serait bien d'essayer de revenir là-bas, de partager un petit peu ce que tu as vu, puis peut-être d'encourager des gens à faire le même cheminement que toi. Puis au final, c'est cool, tu vois. Oui, au Canada, on travaille avec des marques canadiennes sur le marché canadien. En France, on travaille avec des marques françaises sur le marché français. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des marques françaises en Amérique du Nord et des marques nord-américaines en Europe. Et ça, c'est ultra enrichissant. Parce que ça permet également, tu vois, on parlait beaucoup d'échanges tout à l'heure, tu sais, ce genre de choses. Ça te permet également d'échanger avec l'entrepreneur, entre guillemets, et le sortir au maximum de sa zone de confort. Parce que là, il peut faire des études de marché, il peut se renseigner, il peut avoir des agents sur place. Mais en vrai, tu recommences à zéro. Hein. Ouais, c'est toujours ça. Tu recommences à zéro. T'as des certitudes, t'as des acquis, t'as des apprentissages, t'as des actifs. Mais tu recommences pas mal à zéro. Le canevas est pas mal vide, quoi. C'est la feuille blanche, hein. Ouais, c'est sûr que, tu sais, à part si t'es une grande marque ou t'es déjà connu mondialement, mais tu sais, si t'es comme une sorte je veux dire, tu sais, une filiale de resto qui veut s'ouvrir ici, souvent, bien sûr. T'es pas connu, tu sais, t'es pas un pizza. T'as tout tes prêt à faire, bien sûr. Justement, tu sais, parlons de la différence, c'est genre France-Québec. Ouais. Tu sais, pour
justement le marketing sur les réseaux sociaux. C'est quoi pour toi les principales différences entre les deux marchés? Parce que c'est une bonne question. Ça reste quand même des marchés différents, même si on est francophone, même si on a cette culture, mais ça reste différent. Je pense que au-delà des réseaux sociaux, ce qui change beaucoup, c'est le comportement des usagers. On parlait tout à l'heure du tout le volet légal. D'un point de vue collecte de données, c'est sûr que comment je pourrais dire, le cadre est beaucoup plus strict en France, ce qui entraîne, je dirais pas une certaine méfiance, mais il y a quand même, entre guillemets, en France, je dirais des préoccupations plus vives en ce qui a trait à la sécurité des données qu'ici, je pense. Donc ça, c'est quand même une grosse différence. L'autre grande différence, moi j'en parle souvent quand je fais des interventions et que je discute avec des collègues, c'est le pouvoir d'achat en fait. C'est très con ce que je dis, mais enfin, je veux dire, nous au Canada, on est habitué à dépenser de l'argent qu'on n'a pas avec les cartes de crédit. En France, c'est pas ça. Donc tu vois, l'épargne, le petit écureuil. Le petit salut caisse d'épargne. Je sais même pas si ça existe encore. Puis, on a la BNP Paribas, bref. On les salue. Donc non, c'est des différences comme ça qui, avant les réseaux sociaux en tant que tels, font la différence, vraiment. Les autres points, quand on rentre beaucoup plus dans le granulaire, je peux te donner un exemple très simple, les influenceurs. Les influenceurs sont je ne ferai pas de généralité, mais je veux dire, si tu fais un sondage, je pense que la cote de popularité des influenceurs, ça c'est un petit peu atténué, mais il y a un an, était beaucoup plus basse qu'au Québec, par exemple, ou au Canada, ou qu'aux États-Unis. Je pense, Tu me surprends, tu sais, en plus c'est cool que tu en viennes là parce que c'était comme mon prochain... Et on s'est même pas parlé avant, on s'est même pas parlé. Parce que tu sais, je voulais t'en parler avec toi, tu sais, du marketing d'influence, puis justement, tu sais, en France, là, de mon point de vue, tu sais, externe, c'est sûr que je suis pas un professionnel du marketing, mais tu sais, j'avais l'impression que justement, tu sais, les influenceurs issus de la télé-réalité, tu sais, c'était pas mal eux qui faisaient comme la pluie et le beau temps sur tout ce marché-là. Puis, on voit aussi, tu sais, les problèmes, tu sais, en ce moment, il y a des procès sur des influenceurs parce qu'ils ont fait de l'influence sur de la crypto-monnaie, qu'ils ont vendu des placements alors qu'ils n'avaient pas le droit. Puis, il y a aussi maintenant, le côté négatif de l'influenceur. Tu sais, comment toi, ça a impacté dans ton travail day-to-day ou dans ton entreprise, cette méfiance de plus en plus forte pour les influenceurs? Je comprends. C'est une bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on ne représente pas d'influenceurs. Donc déjà, le fait de ne pas représenter d'influenceurs, mais bien les intérêts de nos clients, donc des entreprises auprès d'influenceurs, ça nous a permis, entre guillemets, d'arriver sans qu'on nous pitch des roches. On n'était pas là pour vendre des influenceurs, on était là pour parler des opportunités qu'il y a en marketing d'influence. Donc ça nous a donné quand même une certaine, si je puis dire, malléabilité dans notre discours, ou tout du moins dans la capacité des gens à entendre et à écouter notre discours. Donc ça, c'était quand même assez intéressant. Néanmoins, on parle, si je puis dire, de marketing d'influence avec différents paramètres. On parle justement des types de placements qui ont été faits. On parle également tout simplement du type d'entreprise, du type de créateur de contenu avec qui on va travailler. Et donc, de facto, si je puis dire, faire ce travail un petit peu de segmentation du marché des influenceurs, quand on l'a fait en France, ça nous a rapidement permis de comprendre qu'il y avait des zones sur lesquelles il fallait pas aller. Tout à l'heure, tu parlais par exemple de certains influenceurs issus de la télé-réalité. Nous, on sait que c'est quelque chose qu'on va essayer d'éviter à tout prix. Alors qu'au Québec, on le fait régulièrement. Je veux dire, on n'a jamais eu de problème majeur. Il y a des belles, il y a des mauvaises histoires, bien entendu. Mais en France, c'est quelque chose, tu vois, par exemple, sur lequel on va se tenir, je pense, relativement loin. Ouais, tu vois, moi, d'un point de vue externe, puis avec une blonde qui aime beaucoup ça, puis qui se passionne sur ça, qui suit beaucoup d'influenceurs, ce que je vois, moi, surtout entre les deux, c'est aussi une différence de qualité. Tu sais, en France, ça va être des vendeurs de produits, vont te vendre tout et n'importe quoi. Puis ici, j'ai l'impression que même après... dès qu'ils commencent à se faire comme créateurs de contenu, ils vont faire plus un contenu plus qualitatif, puis ils vont faire plus attention. Peut-être parce que l'image est aussi plus importante ici, ils ont peut-être pas envie de se griller. T'amènes un très bon point. Tu vois, la différence que tu fais déjà entre influenceurs et créateurs de contenu, pour moi, ça montre que déjà, il y a eu une évolution. C'est-à-dire que les gens, entre guillemets, ne sont pas là pour influencer. Parce que des influenceurs, il y en a toujours eu, en fait. Ça s'appelait un leader d'opinion avant. Il y en a toujours eu. Ce qui a changé, encore une fois, c'est que ces gens-là n'ont plus besoin, entre guillemets, d'avoir un média pour être amplifiés. Et donc, forcément, il y a eu un air d'aller qui a eu, entre guillemets, des bons et des mauvais côtés. Et il y a eu une évolution de la pratique. Et cette notion qualitative, cette notion beaucoup plus sur l'information, sur l'éducation, sur le partage d'expériences, que ce soit positif ou que ce soit négatif, était pas seulement dictée, entre guillemets, par le fond, mais également par la forme. Puis ça a été, je trouve, une belle évolution du marketing d'influence. Puis justement, tu sais, parce que là, on le sait que les influenceurs, c'est quand même pour une entreprise l'accès à une communauté, une grosse communauté assez rapidement. Bien sûr. Quel est toi ton conseil pour choisir un bon influenceur
slash créateur de médias. Le contenu, fit. pardon. Qu'est-ce que... Moi, je préfère plus les créateurs de contenu parce que je trouve qu'au moins, il y a une démarche intellectuelle Ben oui, bien derrière. sûr. Mais Bien sûr. comment choisir cette personne pour ton entreprise? Pour moi, c'est une question de fit. C'est une question, est-ce que la personne, elle est là pour les bonnes raisons? Est-ce qu'elle rejoint les valeurs de l'entreprise? Est-ce qu'elle va jouer le jeu de la collaboration? Est-ce qu'elle va vous aider à accomplir, à solutionner un défi? Pour moi, c'est principalement ça. Et c'est bête à dire, entre guillemets, mais il faut s'y pencher, il faut discuter, il faut échanger. Faut pas avoir peur de poser des questions. Faut regarder qu'est-ce que l'influenceur a fait avant. Faut regarder comment il interagit avec sa communauté actuellement. Faut regarder c'est quoi les autres marques avec lesquelles il collabore. À quelle fréquence il collabore avec des marques versus il crée du contenu sans objectif, entre guillemets, je dirais commercial. C'est tout ce travail, en fait, de recherche un petit peu et d'analyse qui peut prendre du temps et qui souvent décourage les marques d'aller en marketing d'influence, qui est prépondérant parce qu'en fait, une fois qu'on a fait ce balisage-là, ce travail-là, la collaboration, normalement, elle peut que bien se passer. Tu sais, moi, je pense que surtout, avant de choisir comme ton créateur de contenu, Ouais. il faut d'abord que tu choisisses la communauté. Assurément. Tu sais, tu choisis la communauté que tu veux aller voir. Parce que bien sûr. tu peux aller mettre un nom, un grand nom, tu sais, issu Oui, de bien sûr. ici au D, là, tu sais, des gens qui sont très connus, très rapidement. Mais tu sais, c'est pas du tout la communauté qui correspond à... Ouais, sur un plan tes démographique, clients, sur un ça plan sert à rien. géographique, d'un point de vue intérêt, d'un point de vue valeur, encore une fois, c'est important. Voilà, on switch complètement de sujet. Ta. On arrive à le sujet qui a brûlé les lèvres de tout le monde à partir de mars 2020, Ouais. la pandémie. Ouais. Tu sais, la COVID-19, tu sais, on va pas mentir à tout le monde, on a pas mal passé la pandémie ensemble parce qu'on s'est retrouvés tous les deux dans des appartements à 500 mètres, puis seuls, puis loin de chez nous. Donc, tu sais, on a vite compris que c'était bien d'avoir des amis dans ce moment-là. Les retours à Mazamé et à Agen, c'était compliqué pendant la pandémie. c'était- C'était compliqué, ouais. On les a pas fait, nous. Non, on les a pas fait. On faisait non, juste la ligne malheureusement. droite dans ses Ouais, pour aller se voir. exactement. Le On parc. s'entend qu'on a partagé, on voyait personne. tu sais. Ouais, non, c'est ça, Pas non, qu'on c'est se important de le dire. Ouais, c'est important Fais de le attention. dire. Ouais. Mais là, tout s'arrête. En même temps, du jour au lendemain, presque dans le monde entier. Mais aussi, en contrepartie, les gens ont plus de temps pour aller sur les réseaux. Ouais. En plus, on a vu que les codes de vues et de temps passé pardon, Ah sur, oui, sur les réseaux ont TikTok explosé. a explosé pendant la pandémie. Mais en même temps, en contrepartie, les entreprises, ça s'est resserré. Donc, Ça dépend. On sait que ouais. souvent, le marketing, ce qui est pour moi une erreur, mais quand tu es en difficulté, tu baisses ton budget marketing. Tu vas essayer de sauver les emplois, tu vas essayer de... quelles ont été les répercussions pour Réverbère qui, justement, est sur cette partie-là, sur ce créneau-là? Je te dirais que les gens qui coupent leurs efforts de vente et de marketing pendant des périodes difficiles, et je me permets de le dire, puis prenez avec des pincettes ou prenez-le pas comme vous voulez, font probablement une des plus grosses erreurs de leur vie. Parce que si tu coupes ce qui te permet de faire des ventes, de faire de l'argent, même si dans une logique de réduction des coûts et tout ça, je pense que tu vas t'acheter du temps en fait. Sur le court terme, ça va être peut-être une bonne idée, mais sur le moyen et le long terme, ça va assurément te desservir. Assurément. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qu'il faut pas oublier, c'est que durant la pandémie, on s'est tous mis à faire du pain, on s'est tous mis à faire des travaux chez nous, on s'est tous mis à acheter un paquet de bébelles et de cossins sur Internet. Et donc, de facto, il y a des marques qui s'en sont super bien sorties. Moi, je peux te faire le parallèle entre le restaurant que j'ai, où on a eu une période extrêmement compliquée, parce qu'on ne faisait pas de take-out, on ne faisait pas tout ça. Et je peux te faire le parallèle entre la vie de l'agence, puis la vie de certains de nos clients. Pour certains, la pandémie a été une bonne chose. Ça peut sembler lunaire, ce que je dis, mais il y a des entreprises, il y a eu une correction après, attention, faut pas l'oublier, je veux dire, quand on est sorti de la pandémie, il y a des modèles d'affaires qui se sont solidement cassés la gueule. Mais pendant la pandémie, il y a des gens qui ont réussi à faire des x2, x3, x4, x5, x10 sur leur chiffre d'affaires. Donc encore une fois, là, ça a été une période extrêmement demandante, mais qui n'a pas eu que des impacts négatifs. Et même sur le plan personnel, je pense que ça a permis à beaucoup de personnes de se recentrer, de prendre peut-être plus soin d'eux. Donc... Puis les changements de carrière qui sont allés avec ça, là, le nombre de Ouais, personnes, bien sûr. le retour en campagne. Ben En oui, France, ça a oui, été un bah gros oui. enjeu. Tout le monde qui a quitté Paris, il voulait pas y retourner. Non, mais nous, à Mazamé, je veux dire, le maire a fait une campagne sur ça, tu sais, genre... Oui, ça, c'était fou. Là. Il y a toutes les villes en France, je me souviens, faisaient ça. Là, Puis moi, je vois beaucoup de gens de ma génération qui sont revenus vivre à Mazamé en ce moment-là. Moi, nous, c'était peut-être plus compliqué parce que la distance, le ci, le mi. Mais, tu sais, je veux dire, il y a entre guillemets tout qui s'arrête du jour au lendemain, donc tu vas te recentrer sur ce que tu connais et tu te recentres sur ta vie, sur ta famille, sur ta vie entre guillemets d'origine, sur tes proches. Donc non, ça a été, c'est venu avec pas mal de bouleversements. Puis là, tu sais, tantôt, on parlait d'opportunités pour tout ce qui est le monde entrepreneurial. Vous avez vu
la pandémie comme une opportunité. Vous avez fait votre formation qui était 1 million de dollars en formation pour les OBNL et les entreprises impactées des par secteurs la COVID, touristiques, de la vente au détail et de l'alimentation. Oui. Moi, j'étais là avec toi. J'ai vu comment vous avez travaillé pour ça. Personnellement, je trouve que c'est une idée de génie, que ce soit pour ton entreprise, mais aussi pour rendre aux gens qui étaient en difficulté, de se dire, regardez, vous avez fermé votre restaurant, vous avez fermé votre centre touristique. Regardez, déprimez pas, mais c'est sûr que c'est difficile pour eux, mais regardez, on va vous offrir une formation qui va vous permettre que quand ça va terminer, vous allez pouvoir avoir comme plus de skills pour pouvoir même gérer le retour de la pandémie. Même pendant, parce qu'il y a des gens qui ont fait des pivots sur leur modèle d'activité, qui ont repensé la manière dont ils offraient leurs services et leurs produits. Puis, on n'a pas changé l'eau en vin, on va se le dire, il faut rester humble. Mais on a essayé, à notre petite taille, à notre petite échelle, avec nos petits moyens, de faire la différence, essayer de faire en sorte que ça bouge, d'essayer de donner du positif aux gens, de leur donner, entre guillemets, un petit peu de gaz pour que, come on, cheer up. Donc non, ça va pas, je veux dire, c'est quelque chose qu'on a fait avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de plaisir, puis c'est quelque chose qu'on a été fiers de faire parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui nous semblait à ce moment-là être à propos. Est-ce qu'on le referait à aujourd'hui s'il y a une pandémie qui se présentait ? Je sais pas, je pense pas. Mais à ce moment-là, dans la dynamique en laquelle on était, nous ça allait très bien, donc ça nous semblait être la moindre des choses de redonner à la communauté. Puis vous l'avez fait. Oui, bien sûr. C'est ça. Mais il y a toujours du monde qui est très 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 bon pour parler. Ouais. C'est ça, mais au moins vous l'avez fait. Puis comme je redis, moi j'étais au quotidien avec toi, puis vous l'avez travaillé. Ça n'a pas été juste comme diffuser des formations en ligne, vous les avez animées, on les a accompagnés, c'est ça. Ouais, non, bien sûr. Comment vous avez eu l'idée de vous dire comme, tiens, regarde, on va offrir ça, C'est vraiment une belle question. Je me rappellerai pas la genèse, pour être honnête avec toi. On a beaucoup d'idées. Hein. C'est-à-dire, là, ce que vous voyez, c'est peut-être 5% des idées qui sont évoquées et qui passent au conseil, parce qu'il y en a plein qui passent pas au conseil. Mais non, je pense que on faisait beaucoup de formations à l'époque. On faisait beaucoup de formations. On accompagnait beaucoup avec du coaching des entreprises, en fait. Donc, on commençait déjà à créer pas mal de matériel. Puis, anyway, on était bloqués à la maison. Donc, je veux dire, si tu pouvais pas donner des conférences à l'extérieur ou quoi que ce soit. Puis, c'est quelque chose qu'on a toujours fait énormément. On en a donné une il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines à Bayonne. On salue Frédéric de la CC. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas salué quelqu'un. Mais non, pour vrai, c'était, je pense, en fait, c'est ça. C'est que c'était dans le cours des choses. Puis, honnêtement, on s'est dit, il y a une opportunité. On va faire du bien aux gens, puis on va le faire. Ça a toujours été ça, en fait. Hein. Moi, ma carrière, entre guillemets, ma jeune carrière, si on va appeler ça une carrière, c'est essayer de garder les yeux ouverts. Puis c'était quoi les opportunités ? Puis encore une fois, une main pour donner, une main pour recevoir. Pas plus compliqué. Là, quand tu parles de courte carrière, je pense que c'est ton syndrome de l'imposteur qui revient. Non, mais je suis jeune. Non, je suis jeune. C'est dans ce sens-là que je le dis. T'as quand même roulé ta bosse aussi. Ouais. Tu sais, cette opération a été un véritable succès. Là, Comment vous l'avez géré ? Parce que là, on est d'accord, la pandémie, ça baisse. Puis là, tout d'un coup, vous vous retrouvez avec une montagne devant vous. On a embauché. Hein. On a embauché. Donc vous avez embauché pendant la pandémie. Ouais, on a embauché pendant la pandémie. Ouais, on a embauché pendant la pandémie. Puis on s'est retroussé les manches, tu vois. Puis moi, le travail, ça m'a jamais fait peur. La seule erreur que j'ai peut-être fait, c'est de mettre trop souvent le travail en premier lieu. Puis je le fais encore souvent. Puis j'essaie de prendre la distance par rapport à ça. Mais c'est ça, on s'est fait mal, quoi. On est allé au Turbin et on a dit, OK, let's go. Maintenant, on a pensé, maintenant on va agir et on va livrer la marchandise. Mais grâce à tout ce travail aussi, vous avez pu avoir une sorte de légitimité. Mais vous avez gagné votre légitimité. Vous avez gagné aussi en crédibilité, en notoriété. Totalement. Ça vous a permis aussi, justement, on en vient, l'ouverture de Eya. Ouais. Donc, qui est comme une agence spécialisée dans TikTok. Parce qu'après avoir fait Instagram, vous avez flairé le TikTok. On l'a pas flairé. C'est nos clients qui nous ont dit, il faut que vous fassiez ça. Littéralement, hein. Nous, souvent, c'est ça aussi. Hein. Des fois, c'est toi qui le vois ou c'est tes clients qui t'amènent en disant, regarde, j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux me le faire? Ils nous disaient, c'est quoi votre avis sur ça? On doit y aller, on doit pas y aller? Est-ce que vous allez offrir des services? Puis moi, j'étais là, TikTok, c'était peut-être 10 vidéos dans ma vie, puis honnêtement, c'est pas des œuvres d'art, pour être honnête avec toi. J'ai eu le temps d'aller voir ça. Ouais, c'était bien claqué, comme on dit, mais bref. Et j'en parle à mon associé, j'en parle en comité de direction, et je dis, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On connaît pas la plateforme, on connaît pas les codes, on connaît pas les outils, tu sais. Que tu les fais pour un écosystème, que tu les fais pour un réseau social, c'est une chose. Tu sais, c'est pas une machine à saucisses, c'est pas parce que tu l'as fait à un endroit que tu vas pouvoir, entre guillemets, répliquer le modèle indéfiniment. Loin de là. Donc on a dit, ok, écoute, check, on va l'évaluer, mais pour l'évaluer, on va aller parler à quelqu'un dont c'est le métier, qui connaît que ça. Donc c'est là où arrive Alex. Ouais. Et on va évaluer, entre guillemets, qu'est-ce qu'il est possible de faire ensemble. Et c'est comme ça, en fait, tout simplement, qu'est né Eya. Puis là, justement, on parle de TikTok, on parle de tes petites vidéos. Puis TikTok, ça a une image
sais, un peu pour les ados, les petites chorégraphies. Et pourtant. Je sais bien, mais tu sais. Pourtant. Comment vous êtes dit comme TikTok, là, mais tu sais, je le sais, c'est tes clients, tu viens de nous le dire, mais tu sais, à un moment donné, il faut se dire comme on y croit en TikTok. Ouais. Tu sais, comment vous êtes arrivé à y croire en TikTok? Ben, on y a cru parce que nos clients y croyaient en fait. C'est pas plus compliqué que ça en fait. C'est encore une fois, on arrive avec beaucoup d'humilité. Puis Alex, je pense, nous a permis de mieux comprendre c'était quoi la plateforme, le portrait démographique. Parce qu'aujourd'hui, TikTok, c'est pas que des moins de 18 ans. D'ailleurs, les tranches avec la plus forte progression, c'est notamment la 24-35. Bref, tu sais, ça nous a permis encore une fois d'arriver plus en mode observateur et de regarder qu'est-ce qu'il en était, et puis d'essayer encore une fois de comprendre comment ça s'articulait. Puis bien sûr qu'on a vu des similitudes. Les vidéos sur TikTok et les Reels sur Instagram, il y a des chromosomes en commun. La régie publicitaire de TikTok, elle a été pensée par des anciens de chez Facebook. Donc encore une fois, tu sais, tu retrouves des bases, tu retrouves encore une fois des repères, mais écosystème différent, audience différente. Donc il a fallu tout réapprendre. Puis justement, en quoi TikTok peut aider une entreprise? Les mêmes choses que Meta, en fait. Les mêmes choses? Nous, on a des clients sur TikTok qui font des campagnes de recrutement. On a des clients qui vendent des franchises dans le domaine du ménage. On a des clients, qui sont là pour faire de la notoriété sur un projet, sur une cause, sur une entreprise. On a des clients qui vendent sur TikTok, puis qui vendent fort. J'ai des clients qui font plus d'1 million de revenus sur une année sur TikTok. Donc, et c'est pas leur chiffre d'affaires global, tu vois ce que je veux dire. Donc, en fait, c'est ça la beauté, je pense, des réseaux sociaux, c'est qu'au final, ça reste un outil, puis l'important, c'est le contexte dans lequel on va l'utiliser et les personnes qui vont l'utiliser. À partir de là, tu peux faire beaucoup, beaucoup de choses. Tout à l'heure, tu disais que c'était plus de 1 milliard de... 1,1 milliard d'usagers, d'usagers sur TikTok. On voit que c'est un gros potentiel, mais pour toi, quel potentiel à TikTok? Tu sais, jusqu'à où ça peut aller? C'est une excellente question. Je pense que TikTok, à terme, va détrôner YouTube en termes de moteur de recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, TikTok se positionne, oui, comme une plateforme où on consomme du content, mais ça devient également une plateforme où on fait des recherches, où on essaye d'apprendre des choses, où on essaye de solutionner des problèmes. Comment réparer ma machine à laver. Je te dis n'importe quoi, mais tu vois le genre, quoi. Il va falloir que je m'y mette. Donc, putain, m'en parle pas. Et donc, de facto, non, je pense qu'il va y avoir une évolution de la plateforme qui va beaucoup aller en ce sens, vers le pratico-pratique, vers l'utilité. Puis, c'est intéressant et ça peut faire sourire, mais on est très très loin du lip sync, on est très loin des danses ou quoi que ce soit. Donc la plateforme est encore jeune, faut pas l'oublier. Ça reste le réseau social avec la plus forte croissance actuellement, tous réseaux sociaux confondus, dans pas mal de pays au monde, notamment la France, mais également le Canada. Et je pense que c'est un réseau encore qui va beaucoup évoluer en fait, qui va nous apprendre énormément et qui va beaucoup évoluer. Tu sais, justement, là, on parle de TikTok, mais TikTok aussi, on entend beaucoup parler pour les polémiques qui viennent avec, tu sais, avec le gouvernement chinois, on pense qu'il est là-dedans. Tu sais, c'est interdit dans plusieurs pays. J'ai vu l'Inde. Tu sais, c'est interdit pour les fonctionnaires, pour leurs appareils professionnels aux USA, puis dans la Commission européenne. Ça a été le cas au Québec, ça a été le cas au Canada, faut pas l'oublier. Ça aussi, tu sais, comment, tu sais, toi, en tant que professionnel, puis qui... Tu sais, justement, ça arrive en même temps où tu lances ton entreprise. Comment vous réagissez à ça? On a pivoté parce qu'à l'origine, on avait beaucoup de clients institutionnels, énormément. Et on avait une vingtaine de clients à l'époque. Puis c'était que de l'institutionnel quasiment. Il y avait 2-3 clients peut-être en retail. Donc, du jour au lendemain, on perd tous nos clients. Mais littéralement du jour au lendemain, parce que les annonces fédérales et provinciales qu'il y a eu en début février, ça s'est fait sur une semaine. Donc, en quelques jours... On sait qu'au Québec, tu sors la tête. Notre premier ministre, que je félicite d'ailleurs, est de retour sur TikTok et il a fait une vidéo avec un taux 30 récemment. Donc bravo, monsieur Legault, on est très fiers de vous. Mais bref, comme je disais tout à l'heure, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Encore une fois, on a fait un pivot très jeune parce qu'on venait à peine de sortir la tête de l'eau, on venait d'accoucher d'une nouvelle entreprise qu'il a fallu dire, bon, maintenant on fait quoi en fait? Donc on est reparti sur du commerce détail, on a travaillé avec des joueurs dans le domaine alimentaire, mais ça a été... une année assez rock'n'roll. Mais la dernière année a été une année assez rock'n'roll. La dernière année était fatigante. Pour toi, justement, c'est quoi l'avenir de TikTok? Parce qu'on voit que d'un côté, ça fait peur comme à l'Occident, puis en même temps, on voit que c'est, comme tu disais, le réseau social qui s'est le plus développé dans beaucoup de pays en Occident. C'est quoi pour toi l'avenir de TikTok? Je pense que TikTok, au même titre que Facebook, au même titre qu'Instagram, au même titre que YouTube aussi, et au même titre que LinkedIn, peut-être sous un autre, comment je pourrais dire, un peu sous un autre axe, sous une autre perspective, vont rester les piliers des médias sociaux.
Je pense qu'ils ont atteint une masse critique, ils ont atteint des modèles d'affaires qui sont viables, contrairement à des Snapchat de ce monde, par exemple. Puis sans manquer de respect à Snapchat ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'ils ont réussi à gagner cette maturité, cette vélocité, cette rentabilité-là, qui fait en sorte que ce sont des entreprises avant d'être des réseaux sociaux qui sont viables. Si je me trompe pas, Meta, l'année dernière, c'est, je crois, c'est soit 134, soit 143, mais 134 milliards de chiffre d'affaires. Meta Ads, la publicité sur Meta. 134 milliards, c'est gigantesque. C'est gigantesque. J'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que c'est ça. Donc, c'est, encore une fois, avant d'être des plateformes où on va, entre guillemets, consommer du contenu, c'est des entreprises. Puis ce sont des entreprises qui sont extrêmement viables. On regarde les financial report, les bilans. Ouais, les bilans, c'est ça, de ces sociétés-là. Oui, il y a de la dette, oui, il y a de l'investissement, mais il y a du cash qui circule. Il y a énormément d'argent qui circule, énormément. Puis une entreprise qui fait circuler de l'argent, c'est une entreprise qui est en santé, d'une façon ou d'une autre. Ensuite, comment elle gère ce cash flow-là, c'est un autre débat. Mais une entreprise qui sont des médias qui font circuler de l'argent, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Et tant qu'il y a de l'intérêt, le modèle d'affaires, il est viable. Puis justement, tu sais, là, on parlait aussi de tout un peu le côté négatif. Il y a un autre côté négatif au réseau, c'est les fake news. Oui. On en parle de plus en plus. Il y a beaucoup de médias qui... Mais tu sais, au Canada, je sais qu'il y a une agence qui fait ça, mais tu sais, je sais que par exemple, en France, il y a le journal Le Monde qui a créé une rubrique spécialement pour checker les fake news, tout ça. Comment toi, dans ton domaine, c'est sûr que tu es influencé, tu es sur les réseaux. Bien sûr. Comment c'est pour gérer une entreprise, que ce soit pour toi ou que ce soit pour tes clients, les fake news? Je pense qu'au niveau des fake news, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits durant les dernières années. Il y a eu beaucoup d'abus. On peut penser notamment aux élections américaines où il y avait eu de l'ingérence de différents pays. Donc, je pense que ça a amené les gens à se remettre un petit peu en question et à repenser justement les processus de vérification des faits qui avaient été faits ou des vérifications des identités des personnes qui propageaient ça. Donc, je trouve qu'il y a eu quand même il y a eu quand même de sérieux pas en avant qui ont été faits. Il y a toujours des fake news, mais si on prend, je pense encore une fois bien humblement, la différence de pénétration des messages qu'on peut qualifier de fake news sur X, donc le nouveau Twitter, et sur Meta, je pense qu'on en trouvera beaucoup plus sur X que sur Meta. Donc, encore une fois, chaque réseau social s'est un petit peu adapté, si je puis dire, à ces réalités-là, à ces messages-là, puis aux gens qui émanaient sur ça, et ont pris des prédispositions à cet effet. Puis la lutte est loin d'être, entre guillemets, gagnée, mais il y a eu quand même des progrès notables en ce sens. Puis là, pour conclure sur la partie un peu marketing, on voit l'arrivée de l'IA, l'intelligence artificielle. Ouais. Comment ça vous impacte au quotidien dans ton entreprise? Puis il n'y a pas un secteur, je pense, qui n'est pas impacté par l'intelligence artificielle actuellement. Que ce soit au niveau de l'administration, que ce soit au niveau même de la production. Tu vois, par exemple, de l'intelligence artificielle en publicité, notamment par de l'apprentissage machine, donc ce qu'on appelle du machine learning. Nous, ça fait 4 ans qu'on en fait déjà. Ça fait 4 ans qu'on travaille sur des audiences qui sont paramétrées, qui sont définies selon l'intelligence artificielle. Qu'on travaille sur des campagnes qui sont optimisées par l'intelligence artificielle pour aller chercher les meilleures conversions au meilleur prix. Par des créatifs, des publicités, que ce soit le texte, que ce soit le visuel, que ce soit l'articulation de ces créatifs-là, qui est gérée en partie ou en grande partie par l'intelligence artificielle. Donc c'est quelque chose qui nous touche vraiment en tant qu'organisation, encore une fois, puis sur un paquet de plans, sur un paquet de plans. Tu sais, justement, pour tes clients, ça peut leur apporter aussi une autonomie au niveau de la création, au niveau même de l'idée, parce que tu peux discuter avec une IA, comme « Hey, fais-moi un plan marketing ». On est d'accord que c'est avec l'intelligence qui est en ce moment, mais on sait que ça va se développer de plus en plus. Bien sûr. Est-ce que toi, tu penses que ça va pouvoir impacter ton... Ça l'impact des gens. Je pense notamment à la création de contenu. On le voit, il y a de plus en plus d'intelligence artificielle qui génère du contenu photo ou du contenu vidéo de grande qualité. Récemment, j'étais à une conférence d'Adobe qui présente un petit peu ses processus justement en termes de paramétrage, de gestion et d'optimisation de l'intelligence artificielle dans ces volets-là. Puis honnêtement, tu arrives à sortir des trucs assez incroyables. Là où est la limite, je pense, c'est qu'au bout d'un moment, les marques vont se dire « Ok, j'ai-tu envie d'avoir un produit final qui est généré par l'intelligence artificielle ou j'ai envie de me servir de l'intelligence artificielle pour affiner mon raisonnement et donner, par exemple, un briefing de meilleure qualité à la personne qui ensuite va faire de la création peut-être plus humaine, plus authentique. Je pense que, je pense, et selon ce que je vois, on s'en va beaucoup vers le deuxième scénario. Bon, on va conclure avec ça. Puis là, on va parler de deuxième partie. Ça va être plus comme sur vraiment l'expatriation. Ouais. Sur comment on le gère, comment on le voit, quelle est ton expérience par rapport à ça. Déjà, pour toi, qu'est-ce que c'est ta définition de l'immigration, expatriation? Souvent, c'est comme c'est la même chose, c'est la chose un peu plus compliquée. Ouais, c'est ça. On dit souvent quand ils viennent chez toi, c'est des immigrés. Quand tu vas ailleurs, t'es un expatrié. Mais
Pour moi, c'est la même chose. Il faut On est d'accord. on enlève aussi ce tabou sur le mot immigration. Mais tu sais, pour toi, Ouais, c'est moi, quoi je suis ta fier de définition de ça? Ben, c'est tout simplement quand tu pars vivre loin de chez toi. C'est ni bien, mais c'est, tu sais, je veux dire, c'est tout bête, mais c'est ça, parce que tu pars vraiment loin de chez toi, puis de tout ce qui t'a, entre guillemets, permis de devenir la personne que tu es. Tu sais, on parlait tout à l'heure de vecteurs d'intégration, que ce soit la famille, que ce soit l'école, que ce soit les amis, que ce soit le travail. Tu quittes tout ça, en fait, et tu repars de zéro. Donc pour moi, c'est ça, l'immigration, c'est s'éloigner pour se rapprocher. Parce qu'au final, c'est vrai que tu te rapproches malgré la distance. C'est beau ça. Merci. Pour toi, tu sais, qu'est-ce que ça t'a apporté l'expatriation? Tu sais, je parle au niveau personnel, professionnel. Oh, mais des belles rencontres, t'en es une. Oui, des braves rencontres, des braves rencontres. Non, mais je pense que ouais, non, ça t'apporte. T'apprends beaucoup sur toi-même en fait. Je pense que le fait d'être loin de chez toi, le fait de sortir de cette zone de confort. Tu sais, tout à l'heure on parlait d'abnégation, on parlait de force de caractère, de résilience. Je pense que tu sais, peu importe comment ton expérience d'expatriation ou d'immigration se passe, peu importe qu'elle dure 3 mois, 3 ans, 30 ans, je pense que tu vas apprendre beaucoup sur toi-même. Tu vas apprendre énormément sur toi-même. Tu vas peut-être également faire un voir ou tout du moins te rendre compte qu'il y a des choses qui valent plus d'importance que d'autres. Bref, ça va remettre beaucoup de choses en question. Ça va remettre beaucoup de choses en question. Puis je trouve que c'est une très belle expérience. C'est quelque chose que je conseille au plus de monde possible, avec les moyens et les réalités de chacun, bien entendu. Mais encore une fois, c'est une bonne école, l'expatriation. Ouais, mais tu vois, tantôt, tu disais qu'on n'a jamais été aussi proche, tu sais, quand on est éloigné. Bien sûr. Tu sais, moi, je le vois dans mon quotidien, j'ai l'impression de jamais avoir été aussi proche de ma famille. Ouais. Tu sais, du fait qu'il me manque, du fait que je sois loin, tu sais, que je ne peux pas tout partager avec eux, que depuis que je suis parti au Québec. Bien sûr. C'est quoi tes 3 conseils pour réussir une expatriation? Aller visiter le pays. Avant? Ouais, aller visiter le pays. Ouais. Aller visiter le pays parce que si tu viens au Canada en plein mois de février en claquette, en short, tu risques d'être vite rattrapé par la réalité. J'ai un ami à qui c'est arrivé. Ah ouais? Il a débarqué, il connaissait pas le Québec, il a débarqué Bravo au mois de février. Ah ouais. Le lendemain d'une tempête de neige. Il devait être content. Je pense que 3 jours plus tard, il voulait repartir. C'est ça. Donc renseignez-vous sur le pays. Tu sais, là, on parle de la météo en faisant un clin d'œil parce que, bon, running gag. Mais l'image que vous faites d'un pays ou ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux ou ailleurs, c'est pas forcément synonyme de l'expérience que vous allez vivre sur place. Attention, hein, pensez pas. Comme je disais tout à l'heure, tu sais, partir quelque part pour les vacances et partir quelque part pour y vivre, c'est très, 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 très compliqué. Deuxième conseil, notamment si vous êtes actif sur le marché de l'emploi, ne pensez pas que les gens vont vous recruter. Que vous êtes attendu. Ouais, c'est ça, tu sais, que les gens n'attendent que vous, puis qu'ils vont vous recruter pendant que vous êtes à l'international. Je veux dire, moi, surtout en ce moment, là, on passe des dizaines et des dizaines d'entrevues par semaine. Il y a encore beaucoup de gens qui nous disent, ben oui, alors moi, je veux travailler avec vous, mais vous voyez, je suis encore en France, je vais être là dans 3 mois, ou dans 4 mois, ou dans 6 mois, ou dans 1 an, bientôt, quoi. Quand j'aurai mes papiers. Ouais, c'est ça. Ouais, quand j'aurai mes papiers, tu vois. Puis l'immigration, c'est aussi ça. Donc, tu sais, quand vous allez, entre guillemets, vous rendre à cette étape-là de vous intégrer professionnellement parlant dans un nouveau pays, pensez à vous rendre sur place. Allez-y, ne faites pas semblant. Puis le 3e point, c'est donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps parce que vous allez peut-être pas avoir le taf que vous voulez day one. Vous allez passer par ce qu'on appelle des jobs alimentaires et on l'a tous fait. Et puis c'est bien correct, il n'y a aucun saut métier. Faut le faire. Faut bien que tu apprennes aussi comment ça marche sur le marché. Ah, bien sûr. Où tu vas. Ah oui, bien sûr. Et allez-y, quoi. Allez-y. Puis je veux dire, si vous devez faire 2 temps partiels, faites 2 temps partiels. Enfin, demi-temps, faites demi-temps. Encore une fois, je veux dire, on est dans une société, je parle du Canada, où la culture, entre guillemets, professionnelle est très forte et très malléable. On a beaucoup de possibilités, on a beaucoup d'ouverture, même si on est dans un contexte économique qui est particulier. Ça va vous donner, entre guillemets, le pied à l'étrier, puis ça va vous donner le dynamisme, ça va vous montrer également à votre potentiel futur employeur que vous êtes actif, en fait, que vous êtes là et que vous n'êtes pas là pour faire joli. Puis à contrario, quelle est l'erreur à ne surtout pas commettre pour toi? Putain, je suis vraiment mal placé pour le dire, mais traînez pas qu'avec des Français, quoi. je suis mal. Très bon, très bon conseil. Je veux dire, tu sais, et arrêtez de vous dire, ouais, mais chez moi, c'est pas. Et là aussi, tu sais, je suis le premier à pêcher, tu sais, quand je vais faire les courses. La comparaison entre les deux. Putain, le prix des fromages, tu vois, genre. Surtout que là, je rentre de France, donc c'est encore pire, mais bref, tu sais, quand vous partez à l'étranger, gardez en tête que, encore une fois, vous partez d'une feuille blanche. Oubliez pas forcément tout ce que vous savez, mais oubliez les préconçus et oubliez les stéréotypes parce que vous allez être vite déçus. Justement, toi, c'est quoi le pays dans lequel tu rêverais de t'expatrier? Putain, c'est une bonne question. Et c'est une question que je me pose à peu près tous les jours, en fait. Vraiment, parce que je suis très content, je suis très reconnaissant d'avoir ce que le Québec et le Canada m'ont donné.
Mais ça fait. J'étais venu pour 5 ans, moi, à l'origine. Là, on est plus proche du 15 que du 5, là, on va dire ça comme ça. Toi aussi. Ouais, puis je me suis laissé avoir parce que c'est un pays qui est magnifique. Bah oui, c'est un pays qui est magnifique. Puis tu sais, je veux dire, en termes de sécurité, en termes de propreté, en termes de culture, en termes de beaucoup de choses, c'est un pays qui a beaucoup d'avantages. Mais je suis plus proche des 40 que des 20 aussi. Donc, tu sais, je me dis, les expatriations, tu auras pour rien faire. Donne-nous comme ton fantasme d'expatriation. J'aimerais beaucoup rentrer en Asie. En Asie? Ouais, j'aimerais beaucoup rentrer en Asie parce que je pense qu'il me reste quelque chose, je sais pas, mais je pense qu'il me reste quelque chose à accomplir là-bas. Un sentiment d'inachevé un peu. Ouais, j'ai un gros sentiment d'inachevé par rapport à ça. Puis je le prends pas comme un échec parce qu'encore une fois, ça a permis d'ouvrir la porte sur beaucoup de choses. Mais puis l'aventure aurait pu être totalement différente. Je pourrais peut-être même pas être là d'en parler aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a les opportunités encore. Ouais, au-delà des opportunités, je pense que j'apprendrai encore beaucoup sur moi-même là-bas en fait. Puis j'apprends encore énormément sur moi aujourd'hui, mais je pense que j'apprendrai encore beaucoup sur moi-même là-bas. Puis, tu sais, tout à l'heure, on parlait aussi du fait de se sentir un peu décalé quand on arrive dans dans une nouvelle société. Ouais. Tu sais, quand, tu sais, toi maintenant, ça fait 12 ans que tu es là, tu sais, tu rentres souvent en France. Ouais. C'est où que tu te sens le plus en décalage entre la France et le Québec? C'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Parce que tu vois, juste moi là, quand je vais en France là, je me sens, je me sens et puis on me ressent comme étranger, un Québécois qui vient, tu sais. Ouais. Puis dans l'autre sens, ici, je resterai toujours le petit Français. Donc, comment toi, où est-ce que tu te sens le plus en décalage? Honnêtement, je sais pas. C'est très difficile comme question. C'est très 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 difficile. Bien honnêtement, quand je rentre en France, quand je rentre à Mazamet, je me sens chez moi. Quand je rentre en France, mais que je vais ailleurs en France, c'est pas chez moi en fait. Parce que tu vas plus pour le business aussi. Ouais, je vais pour la maison, c'est la maison. J'y vais, mais quand je rentre chez moi, mais t'imagines même pas comment je suis bien en fait. Quand je rentre chez mes parents, je suis là. Oh, je dors bien, je vis bien, j'ai pas mal à la tête, j'ai pas de problème, j'ai pas d'insomnie, j'ai rien du tout. Donc tu sais, je veux dire, t'es dans une sorte de cocon, on peut dire ça comme ça. Par contre, maintenant, chez moi, c'est ici. Ouais. Chez moi, c'est ici. Puis tu sais, je veux dire, je suis pas québécois, je suis pas canadien, j'ai pas fait mes démarches. C'est un sujet sur lequel je m'obstine régulièrement avec ma conjointe. Mais aujourd'hui, c'est ça. Je suis bien ici, puis je suis ici. Puis tu sais, justement, dans mon introduction, tu sais, j'ai dit que souvent l'immigration, tu sais, c'était synonyme de différence, de rejet, d'intolérance en ce moment. Ouais. Puis, tu sais, on voit que dans toutes les sociétés du monde, que ce soit États-Unis, France, Québec, tu sais, avec les montées de l'extrême droite, tu sais, la montée de la xénophobie, puis aussi de la stigmatisation de l'immigré, tu sais. Ouais. C'est quoi ton sentiment envers ça? Parce que nous, tu sais, on est de différentes cultures, mais tu sais, toi, ton sentiment sur ça, c'est quoi? Moi, je pense que l'immigration est synonyme de diversité, et la diversité est synonyme de richesse. Je pense qu'à aujourd'hui, il y a des civilisations, il y a des cultures qui vivent plus ou moins bien ensemble, puis je pense que c'est utopique de dire qu'on va tous bien vivre les uns avec les autres, j'y crois absolument pas. Puis encore une fois, il y a des gens qui arrivent même pas à vivre avec leur propre culture entre eux. Donc non, je veux pas avoir une vision utopique de la chose, mais encore une fois, je crois profondément dans la richesse qu'amène l'immigration. Je crois profondément à ce qui va être créé, l'émulsion qui va être générée justement par des choses qui sont différentes, dans le positif, mais également dans le négatif. Je pense qu'à aujourd'hui, on a différents pays à travers le monde qui ont des positions très différentes sur l'immigration, qui ont des politiques, des processus très différents par rapport à l'immigration. Mais encore une fois, lorsque l'immigration est bien pensée, qu'elle est bien paramétrée et qu'elle est humaine, j'insiste sur ce point aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. Mais l'immigration à tout prix, pour le greater good, j'y crois pas. On est c'est pas mal d'accord sur ce point-là. Et toi qui es comme le spécialiste marketing, image, tout ça, comment, d'après toi, on pourrait rendre l'image de l'immigration un peu plus positive? En faisant des actions comme toi tu mènes. Non, pour vrai, c'est un très bon exemple. Tu vois, je veux dire, comment je pourrais dire? Étant immigré, c'est dur de me mettre dans la peau de quelqu'un qui l'est pas, en fait. Puis c'est quoi la perception des gens à notre rencontre? Puis tu sais, moi, je suis un mec blanc. Ça va, quoi. En termes d'immigration, je passe partout, tu vois. Je passe partout, tu sais. Donc, je pense qu'il y a des gens en fonction de leur couleur de peau, en fonction de leur genre, en fonction de leur ethnie, en fonction de leur religion. Tu sais, t'as peut-être pas ce côté, entre guillemets,
passe-partout qu'on peut avoir dans des pays tout du moins occidentaux. Donc, tu sais, je veux dire, c'est dur de me mettre à la place de ces gens-là. Mais encore une fois, je pense que garder un œil ouvert sur la diversité en lien avec l'immigration et pas vouloir classer des gens dans des cases systématiquement, c'est ce qui fait en sorte que l'immigration est un succès, encore une fois. Tu sais, c'est gentil de me faire un clin d'œil parce que le but justement de ce podcast, c'est de montrer... T'as vu, ça te passe un peu. Ah, c'était bon. C'était de montrer aux gens que oui, il peut y avoir des côtés négatifs à l'immigration. Oui, c'est pas parfait. Bien sûr. Mais tu sais que on est là aussi pour amener du positif, amener de la diversité, amener une autre culture. Tu sais, peut-être les challenger aussi un peu, tu sais, sans vouloir leur voler leur travail. Tu sais qu'avec ce qui s'est passé récemment, moi, tu sais, bien sûr, j'ai pris comme une petite déferlante sur Twitter, d'ailleurs, que je me suis inscrit, puis je vais me désinscrire à la fin de ça. Mais haters gonna hate. Tu sais, j'ai pris une déferlante sur tu sais, qu'il fallait que je rentre chez moi, qu'il fallait que que je fasse ça. Parce que les gens ils connaissent pas. C'est ça, je pense que c'est aussi une question de... Tu sais, faut aller montrer aussi aux gens qu'on est là pour faire des choses positives, participer à leur société. Oui, bien sûr. Participer à tout ça. Il n'y a pas de honte à ce qu'on fait, je veux dire. Il n'y a pas de honte à ce qu'on fait. Et puis, je veux dire, tu sais, combien de fois t'as entendu à ce titre français, tu viens voler ma job, tu viens voler ma blonde, puis tu sais, je veux pas caricaturer, encore une fois. Ça existe, hein, je dis pas que ça existe pas. Mais, enfin, on n'est pas là pour ça, quoi. On n'est pas là pour ça. Tu veux que je te dise, ouais, ma blonde est québécoise, la tienne aussi. Elles sont contentes, enfin je crois. Ben je sais pas, des fois je me pose la question. Mais en vrai, tu sais, je veux dire, on n'est pas là pour... on est là pour vivre de la meilleure des manières qu'on peut prétendre à vivre. On n'est pas là pour causer du trouble, on n'est pas là pour, entre guillemets, empêcher la terre de tourner ou quoi que ce soit. On est là pour essayer de faire notre petite part des choses, d'apporter, si on peut, notre petite solution, notre petite plus à l'équation. Mais rien de plus, rien de plus, rien de plus. Bah, je pense qu'on va pouvoir conclure sur ça. C'est beau, c'est beau. On va faire finir par un petit quiz, ok? Ouais. Je veux que tu me répondes France-Québec. C'est comme tes deux plus gros. Ok. Tu sais, tes deux plus gros. Puis là, je sais que ça va être le moment où on va pas se faire des amis. Je le sens. C'est pas grave, on n'est pas là pour ça. Bon, là, je veux que tu me répondes France-Québec rapidement. Vas-y, je suis parti, je suis chaud. Vie professionnelle. Québec. Climat. France. Paysage. France. Gastronomie. France. Mentalité. France. France? Ah ouais, France. Moi, j'ai réfléchi quand j'ai fait ça, là. J'avais du mal à trouver vraiment. Hospitalité. Ah, c'est dur. Hospitalité québécoise. Culture. France. Service de santé. Parce que les gens savent pas, mais en France aussi, c'est difficile. Ouais, en France, c'est difficile, mais je sais pas si tu passeras 18 heures aux urgences avec une épaule cassée en France, en fait. Donc, je vais dire France. Puis, ton avenir? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Un peu des deux plutôt? Non, en fait, encore une fois, j'ai des attaches profondes en France. J'ai des attaches extrêmement profondes ici. Mais comme je dis souvent, je pense pas que je vais mourir au Québec. Là, je meurs demain en sortant du bâtiment, même aujourd'hui. J'espère pas, putain, tout chaud du bois. Mais je sais pas où je me vois, mais j'aimerais être ailleurs. Pas parce que je suis malheureux ici, en fait. Loin de là, je suis très, très, très heureux ici. Je me considère extrêmement chanceux, extrêmement privilégié. Mais j'ai l'impression qu'il me reste encore un petit peu de gaz pour me remettre en question, pour repartir entre guillemets de zéro, puis pour continuer à apprendre sur moi et continuer ce cheminement-là. Puis je pense que le faire ailleurs que dans ces deux pays-là, ça va m'apporter encore une fois un épanouissement peut-être différent, mais peut-être plus conséquent et peut-être plus en adéquation avec ce que je recherche. Donc c'est pas j'aime le Québec, j'aime la France, j'aime l'Espagne, j'aime beaucoup de choses, mais je ne demande qu'à aimer davantage. Bon. Voilà, allez. Puis pour finir, si les gens veulent se connecter à toi, on va dire. Surtout pas. Je mets une éternité à répondre aux messages privés, puis je me le fais souvent dire. Ouais, je me le fais souvent dire. Mais non, LinkedIn. Ouais, LinkedIn, je pense que c'est paradoxalement, encore une fois, c'est l'endroit où je suis peut-être le plus réactif. Les messages, les SMS, c'est terrible. La boîte vocale, je l'ai pas écoutée depuis des mois. Facebook, j'ai une liste de messages en attente dans Messenger. D'ailleurs, si vous êtes de ces personnes, je vous prie vraiment de m'excuser. Et Instagram un peu en vrai. Instagram quand même ça va parce que je peux envoyer des voice. Donc je fais beaucoup de voice moi quand je communique. Ouais, je fais beaucoup de voice. Et puis c'est des longs voice en plus ça. Donc brace yourself si vous voulez. Mais moi j'ai trouvé la solution, je vais vous le dire. Ouais, j'envoie un message sur Facebook. Si ça répond pas, j'envoie Instagram. Puis à la fin j'appelle. Mais bon, ça c'est plus difficile. Bien joué. On donnera pas le numéro à l'antenne. On donnera pas le numéro. Bon, en tout cas Charlie, je te remercie. Merci à toi. Puis c'est ça, vous pouvez suivre pour un prochain podcast. Abonnez-vous et partagez, share.